putain, on est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous nos auditeurs et nos auditrices au lendemain de la finale du Masters ATP Finals et du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 qui a fait couler beaucoup d'encre. On le verra dans la parole est au chiller. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 8e épisode de la saison 9 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier 102.2, votre rendez-vous sport tous les lundis de 19h à 20h30. Et pour cette nouvelle émission, je suis accompagné de 4 chillers prêts à débriefer l'actualité sportive de cette semaine. Je démarre tout d'abord sur ma gauche avec celui qui nous fait le plaisir d'une des petites visites dont il a le secret. Bonsoir cher Guillaume. Bonsoir à tous, ça fait plaisir de revenir dans ce petit studio. Ouais, interconnu. Ouais. Interconnu, c'est pas inconnu, mais c'est interconnu. Ouais, ça fait plaisir. Pour Guillaume, effectivement, que vous connaissez bien pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. On peut parler en antenne que je maîtrise. Oui, tout à fait, la totalement. NBA, vous le verrez. On attendait que Guillaume soit là parce que c'est le sujet sur lequel il a le plus d'expertise. Non, blague à part, on va parler aussi tennis et on va parler de sport montpelliérain, ça te parle. À n'en pas douter, on parlera notamment du MHB. Guillaume, pour ceux qui ne le savent pas, qui est un handballeur, un gardien de hand même, à ses heures perdues. Jadis. Qu'il fut arrêt de carrière prématuré. Mais moi j'aime bien, tu sais, raconter que je suis cycliste et joueur de rugby, mais en fait surtout désormais je regarde beaucoup de matchs de rugby et je regarde beaucoup de vélo à la télé. Moi aussi je fais 20 heures de sport par semaine, pas de problème. C'est ça, comme tout le monde autour de la table finalement. Deuxième chiller autour de la table justement, c'est notre cher Tim qui est là ce soir avec notamment un joli focus actu au programme. Ouais, salut les gars. Ouais, écoute, on va se régaler. NBA, tennis, sport montpelliérain. Tous les ingrédients finalement. J'allais dire que demander de plus. Troisième chiller avec nous ce soir. Il était déjà là la semaine dernière, c'est Alan. Salut à tous, bonsoir. Bonsoir à toi, ravi de te retrouver. Tu nous as concocté un petit son de la semaine et c'est toi, je le dis, qui était aux commandes des pauses musicales et aussi qui sera aux commandes du quiz. Que de responsabilité pour Alan ce soir. Tu t'es fait remplacer Il est clutch, aux pauses musicales. Ouais, j'ai été évincé. J'ai été évincé. Apparemment, j'étais pas convaincant. Donc, brutalement. Tiens, non, en plus, je pense que c'est des sons de la playlist, non, que t'as mis. Habituellement, oui, mais là, du coup, cette fois-ci, c'est Alan qui s'en est chargé par lui-même. Voilà, on varie un petit peu. C'est bien aussi pour nos auditeurs. Le 4e qui est à nos côtés ce soir, nouvelle voix de cette saison 9, c'est Clément. Bonsoir tout le monde, très content d'être là ce soir pour parler surtout NBA et tennis. On va se régaler, chaud. Ça va être formidable, toi je sais qui a suivi de très près les ATP Finals et aussi qui est un fan des Raptors, c'est le moment de le dire, qui arrive à commenter les Raptors même lorsqu'il y a des affiches beaucoup plus sympathiques à suivre dans la nuit NBA. Vous le verrez, je ne doute pas qu'il sera capable dans ce débat NBA de nous parler des Toronto Raptors. Et de Scotty Barnes. Seule franchise, et de Scotty Barnes, seule franchise NBA de la Ligue, champion il n'y a pas si longtemps. Messieurs, justement, j'en viens au programme qui va nous occuper ce soir. On lancera cette émission avec le sport montpelliérain, un retour sur les résultats de l'ensemble des clubs de la métropole de Montpellier. Nous mettrons notamment l'accent sur la semaine du Montpellier handball et sur le match de la peur du MHR à Perpignan. Enfin, nous refermerons l'actualité locale avec l'agenda 100% montpelliérain. Après une première pause musicale, on vous proposera dans la seconde partie de l'émission un focus actu tennis avec le débrief du Masters ATP Finals à Turin. On reviendra sur cette édition 2023 et on dressera plus globalement un bilan de cette saison ATP. Dans la parole est au chiller, les chroniqueurs passeront leur coup de cœur et coup de gueule de la semaine. On parlera ensemble de football, de Formule 1, de MotoGP ou encore d'e-sport. Après une seconde pause musicale, on sera de retour pour le débat de la semaine sur la saison, on disait 2023-2024 de NBA. Nous vous proposerons les enjeux de cette nouvelle saison dans les conférences Est et Ouest. Les chillers donneront leur avis sur la hiérarchie dans les deux conférences avec les Boston Celtics et les Denver Nuggets qui semblent s'affirmer comme les favoris de la saison régulière. Nous évoquerons les satisfactions de ce début de saison à l'Ouest, à l'image des Wolves de Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, des Mavericks de Luka Doncic ou encore d'OKC, plus surprenant encore que ces deux dernières. En tout cas, vous nous donnerez votre avis. On s'interrogera également sur la mauvaise série des Warriors en nous demandant si le mal est profond du côté de San Francisco. Enfin, on parlera de la course au MVP et des attentes autour de nos Frenchies, et notamment de Victor
Wembanyama. Dernier temps fort de l'émission, comme chaque semaine, le quiz présenté par Alan. Tout au long de l'émission, vous pouvez nous suivre en live Twitch aussi sur Radio Campus Montpellier, réagir avec nous par le hashtag Sport'nChill sur Twitter, et bien sûr vous pouvez voter à notre sondage Sport Montpellier 1, il est déjà sur Twitter justement. Cette semaine est-elle déjà déterminante pour le MHB? Oui ou non? Vous nous donnerez votre opinion. C'est parti pour le Sport Montpellier. Sport & Chill, le sport montpelliérain. Et Tim, malgré un samedi morose, un bilan qui reste positif pour les clubs montpelliérains cette semaine, au plan comptable du moins, 6 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ouais, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Le MHB un peu contrasté parce que mercredi dernier ils ont obtenu une précieuse victoire en plus avec la manière contre Porto, qui retrouveront mercredi prochain pour le match retour d'ailleurs. Mais ils ont fait match nul ce week-end contre Saint-Raphaël. Tout à fait. Ils perdent leur premier point. Donc ils perdent leur premier point cette saison. C'est sans doute l'enseignement principal de cette semaine. Cette semaine avait tout pour être piégeuse justement pour nos handballeurs, avec tout d'abord la réception de Porto, on le disait avant ce deuxième match, face aux Varois de Saint-Raphaël en Star League. Mercredi, nos Montpelliérains ont d'abord négocié une entame de match équilibrée face aux Portugais avant de dérouler, menant de 5 buts à la pause. 18-13, les joueurs de Patrice Canaillé ont mis la tête sous l'eau du FC Porto en début de seconde période avec un 6-0 pour mener de 11 unités, 24-13. À la 36e minute, le MHB avait déjà fait le plus dur, malgré une fin de match plus en dents de scie en termes de jeu produit. Le Montpellier Handball s'impose 35-24 en profitant pour soigner le goal average et mettre fin à une série de 2 défaites consécutives en Ligue des Champions face à Goudmeux et Magdebourg. Dans cette partie, les Montpelliérains ont été portés par Sébastien Carlson et Brian Monté dans un grand soir, et par Rémi Desbonnets, notre gardien international, auteur de 9 arrêts et de 2 buts, plus rares, coup sur coup d'ailleurs, déterminant en fin de première mi-temps pour permettre à Montpellier de se détacher irrémédiablement au score. Après cette journée, le MHB est 5e du groupe B, ex-aequo avec Porto et à 2 points des Danois de Goudmeux. En confiance, nos joueurs enchaînés avec la réception de Saint-Raphaël à Bougnols samedi soir, un match a priori plus abordable. Il n'en sera finalement rien dans un match d'une haute intensité. Mené de 2 buts à la mi-temps 16-14, les coéquipiers de Valentin Porte courent longtemps après le score dans cette rencontre avant de prendre l'avantage dans le Money Time. Montpellier pense alors avoir fait le plus dur, mais Saint-Raph trouve les ressources pour égaliser à 35 partout. Brian Monté aura la balle de match à la dernière action de cette partie, mais heurtera malheureusement la barre sur son ultime tentative. Malgré 8 buts de Villemino et de Monté, Montpellier laisse ses premiers points en route avec un match nul rageant. À une semaine de se déplacer à Coubertin, Montpellier est 2e de Star League à 1 point du PSG Handball. Je voulais justement te demander un petit peu ton avis, Guillaume, déjà sur cette semaine pour Montpellier. Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide après ce nul contre Saint-Raphaël? Et plus globalement, c'est notre sondage de la soirée, est-ce que la semaine qui arrive avec ce match contre Porto et contre le PSG, c'est déjà déterminant ou pas pour toi pour la suite de la saison de nos Montpelliérains? Moi, le verre, je le vois plutôt vide. Parce que pour moi, la qualif en Ligue des Champions est assurée, en tout cas pour les 8e de finale. Je vois pas, t'as 6 points, le 7e et le 8e ont 2 et 0. À part catastrophe, t'es vraiment qualifié. Sachant qu'il faut être dans les 6 premiers. Ouais, il faut être dans les 6 premiers, tu seras pas ni premier ni deuxième, il y avait Barcelone-Veszprém, donc c'est mort. Et par contre, t'as perdu le titre de champion. Parce que tu n'iras pas gagner à Paris, tu les battras. T'es pas très optimiste, tiens. Non, tu veux pas que je pensais pas aussi proche. Alors, tu vois, avec cette stupide victoire à 2 points, parce que Courbis il est pour la victoire à 2, mais je trouve ça une aberration absolue. Ce qui est la règle de handball. Voilà, le moindre faux pas t'élimine, surtout quand t'as une équipe qui archi domine le championnat depuis 10 ans maintenant, avec peut-être un petit trou Dunkerque, etc. Mais si la victoire elle était à 3 points par exemple, ça serait encore plus significatif. Oui, mais t'aurais le nul. Le nul bonifié, tu veux dire? Ouais. Ça reviendra au même au final. Je sais pas. Alors, c'est peut-être une histoire de calcul. Moi je trouve que la victoire à 2 points, dès que tu fais un faux pas, tu peux moins rattraper. Ah ouais, ok. Après, je suis nul en maths. Hein. Enfin, bref, non, mais écoute. Hormis cet argument peut-être fallacieux. Ouais, pour moi, t'as perdu le titre. Alors, en fait, c'est ça qui est compliqué pour Montpellier. Mais je pense que tu feras un autre faux pas. Et il fallait. Tu vois surtout pas le PSG faire d'autres faux pas, quoi. S'ils en feront un, peut-être, c'est contre nous. Contre Toulouse, éventuellement, la saison dernière, ils avaient perdu contre les Toulousains qui démarrent un peu au début de saison. Nous aussi. Oui, moi aussi. Mais pas cette année encore. On verra ce qu'on donne contre eux. Non, t'es un peu moins fort, donc pour moi, t'as déjà perdu le titre
Le premier faux pas, en fait, c'est celui qui fait le premier, perd le titre. Déjà l'année dernière, t'es en tête pendant 22-23 matchs, et tu perds le titre à la fin parce que tu fais un nul, je sais plus où, un peu ridicule. Donc, Justement, l'an dernier, je suis un peu tu fais ce nul à la fin. Moi, je suis moins pessimiste que toi. Je trouve que là, il y a eu ce faux pas, justement, et c'est entre guillemets un beau faux pas d'arriver à 35-35. 70 points dans un match de hand, c'est quand même assez rare. Oui. C'est un gros score. Voilà, c'était un gros match. Un RAF, s'ils sont 5e aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont des cartes à jouer. Et je préfère avoir ce faux pas tôt dans la saison. Ça casse une petite dynamique de série de victoires, mais ça remet aussi de l'envie aux joueurs de se dire que justement, avec cette règle, il faut éviter de faire trop de faux pas, et mieux vaut qu'il arrive là après 10 matchs que après 20 ou 22, tu vois. Au-delà de la victoire à 2 points ou pas, les gars, on fera un calcul après l'émission. On fera le calcul après l'émission. On prendra un tableur Excel. Pour savoir si c'est mieux à 2 ou à 3 points pour donner des chances au MHB. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a la particularité de ce championnat de handball. Il y a une équipe, le PSG, qui désormais depuis un certain nombre d'années surdomine encore plus que le PSG au football. Il n'y a rien qu'à voir le bilan, effectivement, 10 matchs, 10 victoires pour le PSG handball. Nous, finalement, notre bilan est excellent. Quand on y réfléchit, 9 victoires, 1 nul, toujours invaincu après 10 matchs. Mais pour autant, on sait effectivement que les faux pas peuvent coûter très cher. Par rapport à cette question, effectivement, de se demander si la semaine va déjà être déterminante, moi j'ai tendance à penser que oui, effectivement, parce que si on veut véritablement viser le titre, on a déjà passé un de nos jokers, en tout cas en championnat. Après, la question un petit peu sempiternelle, c'est quelles sont les ambitions et les potentialités de ce MHB. Est-ce que l'objectif, c'est pas de sécuriser pour le moment dans un premier temps cette seconde place, et puis le deuxième point, c'est ce que disait Alan aussi et qu'on peut espérer, c'est qu'on va pas arriver finalement tant en confiance que ce que l'on pourrait craindre à Paris, et pourquoi pas, Tim, je ne sais pas ce que tu en penses, mais réaliser l'exploit en ayant cette piqûre de rappel finalement contre Saint-Raphaël ce week-end. Ouais, mais on peut toujours espérer l'exploit. Après, ça va être très dur. Ça va pas être moins dur que les équipes qu'ils ont affrontées avec des champions et contre lesquels ils ont perdu. Ils les ont déjà battus par le passé, mais plus souvent à Montpellier quand même. Voilà, on prend des sacrées piles là-bas. C'est ça, ouais. À l'extérieur, on n'a quand même jamais eu vraiment de bons résultats, donc voilà, je pense que ça va être quand même très très compliqué, quoi. Mais après, sur la Ligue des Champions, par contre, je trouve que c'est pas mal d'avoir gagné contre Porto en ayant envoyé ce message, en gagnant par 9 buts d'écart. 11 même. 11, ouais. Ça montre qu'ils sont bien au-dessus de Porto, à confirmer mercredi prochain, mais en tout cas, ils ont plutôt, je pense, sécurisé pour l'instant leur place dans le groupe, quoi, et leur accès à la qualif. 2 rendez-vous qu'on redonnera dans l'agenda 100% montpelliérain, mais qui seront importants, à commencer par ce match contre Porto pour Montpellier, parce qu'effectivement, même si on a gagné de 11 buts, il va falloir gagner une nouvelle fois pour s'assurer quasiment définitivement, si cela venait à être le cas, la place dans le top 5 du groupe. On enchaîne avec un deuxième club. Tim, c'est le MHR. Ouais, le MHR, pour le compte de la 7ème journée du top 14, le MHR est en perte de confiance depuis le début de la saison et se déplaçait dans un match très périlleux à Perpignan, dans un match de tous les dangers, et qui malheureusement s'est soldé par une défaite. Qui l'aurait imaginé en début de saison? Montpellier joue sa survie en top 14, moins d'1 an et demi après avoir conquis son premier bouclier de Brennus au Stade de France. Ouais. Et pourtant, le MHR arrivait à Aimé-Giral, 13e du top 14, et sur une série de 5 défaites consécutives, dont 2 à domicile face au Racing et Clermont la semaine passée. Niveau de jeu décevant, ambiance morose, pas le meilleur climat pour préparer un match au couteau à Perpignan face à des joueurs de l'USAP, certes derniers au coup d'envoi sur leur pelouse, mais sur une meilleure dynamique. Pas bien difficile, vous me direz. Tombeur de Toulon il y a 2 semaines et ayant montré de belles choses en fin de match à Toulouse le week-end précédent malgré la défaite 43-34. Samedi en première mi-temps, Montpellier a tout d'abord pris le match par le bon bout. Arthur Vincent proche de bonifier la première incursion des Cistes dès la 4e minute de jeu. C'est le MHR d'ailleurs qui franchira la ligne, le premier de manière logique avec un essai de Tisseron à la 16e minute de jeu. Mais les Montpelliérains trop indisciplinés voient les Perpignanais revenir sur leur talon avec 3 pénalités de Tommaso Alan avant de prendre 2 cartons jaunes pour Elliot Stouk et Tolou Latou et un essai de pénalité juste avant la mi-temps. 16-10 pour l'USAP. En seconde mi-temps, les joueurs de Richard Cockerill reprennent le fil de leur match et se voient récompensés par 2 pénalités de Paolo Garbisi revenant à hauteur 16 partout. Dans une fin de match où chaque équipe aura eu des opportunités, c'est l'USAP qui trouvera la clé avec un essai assassin marqué par Alistair Crossdale à moins de 10 minutes de la fin du match, transformé par Alan, 23-16, et pas notre Alan de notre émission. Ce sera le score final. C'est un Italien celui-ci, même si tu n'es pas loin avec Annecy. 23-16, ce sera
sera le score final en faveur des Catalans qui remportent ce duel des mal classés. Montpellier, bon dernier du top 14, une situation que le club n'avait plus vécue depuis la saison 2009-2010. Cette 6e défaite de rang dans le premier derby de la saison sonne le glas du staff de Richard Cockerill et de Jean-Baptiste Elissalde. Bouleversement et honte de choc au MHR avec la nomination de Bernard Laporte tout d'abord en tant que directeur du rugby, un poste jusqu'à présent occupé par Philippe Saint-André, et de nouveaux entraîneurs. Patrice Colazo, entraîneur en chef, Christian Labitte, entraîneur des avants, Vincent Etcheto, entraîneur des trois quarts, ou encore Antoine Battu en charge de la touche. Le mal est profond au MHR et le président Moed Altrad a préféré agir de suite en missionnant un nouveau staff pour une opération commando sauver le soldat Montpellier. Des choix qui font jaser dans le milieu du rugby, sachant que Bernard Laporte a été condamné à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. C'est sûr que ce n'est pas un choix qui devrait permettre, messieurs, de rendre le MHR plus populaire auprès de ses détracteurs. En attendant, en tant que supporter, on espère surtout qu'au plan sportif, Montpellier va vite se relever de cette mauvaise passe pour voir s'éloigner le spectre de la relégation. J'avais une question pour toi, Alan. Déjà, forcément, on n'aurait pas imaginé voir Montpellier dans une telle situation. Plus globalement, on peut se demander quelles sont les solutions pour sortir de la crise, et est-ce que de ton côté, tu as été surpris ou non de ce bouleversement à l'issue du match contre Perpignan et de l'arrivée d'un staff assez inédit, avec beaucoup de noms connus, mais pas forcément des noms connus pour des très bonnes raisons dans les derniers mois qui ont précédé cet événement. Surpris des changements et de tout ce remue-ménage interne, non. Et surpris de la défaite, non plus. On en parlait la semaine dernière. C'était même, si je me rappelle bien, la question de notre sondage. Est-ce que le MHR est en crise ? Est-ce que ça va être compliqué pour les MHR ? On en parlait. On avait un avis mitigé. En tout cas, moi, j'étais sur l'avis, je m'en souviens avec Rémi, que faut se relever. Et que si tu gagnes pas ce match-là face à Perpignan dans un derby, là-bas, tu vas pas y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une défaite. La défaite, elle est quand même logique de Perpignan qui a été au-dessus. Et derrière, faut espérer que tout ce changement en interne amène à quelque chose de mieux. Mais quand tu vois les 2 dernières saisons du MHR, c'est quand même triste de se dire que justement, t'étais champion de France il y a 2 ans. Et que là, t'es dernier du top 14. J'allais dire, Guillaume, ça va très très vite en sport de haut niveau. Montpellier champion il y a 1 an et demi. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que si on regarde l'effectif, il est à peu près similaire à celui d'il y a 1 an et demi, avec même des apports supplémentaires. Et on se retrouve dans une situation très difficile, premier point. Et puis le deuxième qui peut étonner, c'est qu'on parle beaucoup de l'arrivée de Laporte au MHR, mais il y a aussi l'arrivée de Colazo qui s'entendait pas du tout bien avec Louis Carbonel qu'on a recruté la saison dernière en tant que numéro 10. Ça questionne aussi sur le projet du sportif et le signe envoyé à Louis Carbonel, même si, qui sait, peut-être qu'il a donné son aval. Apparemment non, j'ai vu une info comme quoi il lui trouverait une porte de sortie. Visiblement Toulouse serait intéressé. Ouais, à Toulouse. Non, j'ai l'impression que le club est un peu comme leurs homologues du foot en 2012, n'a pas réussi à gérer le titre, le virage du titre. Premier gros trophée de l'histoire du club si on enlève les Challenge Cup. La défaite à Perpignan, moi j'avais envoyé un message, j'y croyais pas du tout. Je disais on va se sauver parce qu'il y a Perpignan, bon voilà. Ce sera plus difficile que ça. Ce sera plus difficile. Je pense pas que tu finiras 14e. Il y a quand même pas mal de qualité dans cet effectif. J'ai l'impression que le club n'a pas de... Comment dire, à la tête, il n'y a pas de stabilité. Et le fait de changer comme ça en cours de saison, tout en état-major, le renouveler, amener quelqu'un qui est décrié, c'est pas rassurant, mais sur la valeur intrinsèque de l'effectif, je pense que tu t'en sortiras. Tu feras pas une grande saison, encore une fois. Tu finiras peut-être 10e, 11e et voilà. Et après, j'ai envie de voir comment Bernard Laporte a envie de reconstruire pas l'effectif parce qu'il est en place, mais le modèle du club. Et recréer une dynamique. La dynamique du club, plus durable, si possible. Un projet sportif peut-être plus durable. Colazo aussi. Mais voilà, si t'arrives que t'as déjà un conflit avec un joueur, ça part mal, quoi, tu vois. Ça paraît compliqué. Stabilité, En tout cas, à minima, après, je suis pas inquiet sur le maintien. En tout cas, je suis pas inquiet. Il suffit d'une ou deux victoires et tu devrais repartir.
Moi justement, à finir l'inverse, je suis 10e, inquiet. Je me dis là, t'es 13e la semaine dernière, là t'es 14e, tu perds en derby. Ok, tu changes tout ton état-major, mais il faut que l'électrochoc il soit direct. Je suis d'accord. S'il est pas direct, c'est. Oui, si t'en perds encore deux derrière, c'est ce que tu direction pouvais la Pro espérer D2, tu vois. de leur arrivée, c'est quasiment nul. J'ai pas le calendrier en tête, mais Il y avait sans doute besoin, en tout cas, d'un électrochoc. faudra Et le gagner, prochain oui, match ça, c'est sûr. sera très important parce qu'il sera à domicile et ce sera contre Oyonnax, qui est aussi une équipe qui joue le maintien. Ouais, et le ouais. match suivant, c'est contre Bayonne. Donc Non, c'est les sûr que copains dans du coin, 2 là, semaines, voilà. on en saura beaucoup plus sur Montpellier et que les joueurs vont pas forcément avoir le temps de se reposer sur des matchs entre guillemets qu'ils ont le droit de perdre parce qu'ils jouent vraiment contre meilleurs qu'eux et pas de leur catégorie. Si les prochains matchs ne sont pas gagnés, Montpellier risque d'être assez largué en top aussi, 14. après la porte qui arrive dans le club de Altrad, vu l'antécédent, non, on fait toujours Oui. le. Non, mais On ferme toujours les œillères, non, c'est bon. Ouais, je pense. Bah, moi, le seul point de questionnement que j'ai, parce Ouais, j'ai qu'après été condamné, je sais pas pourquoi. le président du club, lui, bon, il fait à peu près ce qu'il veut, j'ai envie de te dire, d'une certaine manière. Par contre, ce qui me questionne, c'est que ce que j'avais lu, et ça reste une question ouverte, c'est qu'au-delà de la peine de prison avec sursis et de l'amende pour Bernard Laporte, il était censé ne plus exercer de fonctions en lien avec le rugby pendant 2 ans. J'ai regardé l'article que j'ai lu Est-ce que c'est sur pas des l'équipe, fonctions, c'était il y a 12 mois. Donc, Non, mais est-ce que Ouais. c'est pas des fonctions au sein de d'instance dirigeantes Ouais, des équipes, enfin, de l'équipe nationale. Je- quoi. Ouais, je- je pense que c'est ça. j'imagine qu'il y a une nuance de Parce qu'à cette mon avis, nature. il a quand même des avocats que lui peut se payer et nous non, et Oui, ça qui ont m'étonnerait qu'il y étudié ait la question, je une pense. un vice de forme, ça m'étonnerait. Ouais. Ça m'étonnerait Ou alors également. s'il y en en a tout un, cas, c'est que vraiment il y a. Il est pas bon. On ferme les Il est yeux pas bon. Ouais. fortement. Oui, voilà. En tout cas, affaire à suivre. Et puis surtout, notre côté supporter du MHR, on espère que sportivement, ça va vite repartir dans le bon sens dès le prochain match, si possible, contre Oyonnax à domicile. Je termine avec les autres résultats, messieurs, du sport montpelliérain, avant de passer à notre agenda. 2 résultats, tout d'abord pour le MHSC volley, qui disputait 2 matchs à domicile cette semaine en Ligue A masculine. Tout d'abord, ils recevaient le Plessis-Robinson pour une victoire sur le score de 3-7-1 et remportaient ainsi leur 5e victoire consécutive en championnat. Nos volleyeurs souhaitaient ensuite enchaîner samedi soir avec la réception de Saint-Nazaire à Chabandelmas, où était présent notamment Valentin pour nous, pour Radio Campus Montpellier. Malheureusement, les joueurs de Lorenzo Tubertini ont subi la loi des visiteurs, tombeurs du MHSC volley pour la première fois de la saison à domicile, 3-7-1. Après cette journée en Marmara Spike League, le MHSC volley est 5e avec le même bilan que le voisin toulousain, 4e. Les féminines du MHSC aussi, elles avaient bien besoin de gagner à nouveau après 2 revers, après un revers, mais surtout 4 matchs, un lourd revers contre Lyon, mais surtout 4 matchs sans victoire. Et les féminines se sont imposées contre, j'allais dire, des concurrentes directes cette saison, le Stade de Reims, sur le score de 2-1, avec 2 buts marqués en début de seconde période par Ketna Louis et par Sonia Houchen à la 54e minute de jeu. Sonia Houchen qui d'ailleurs qui était invité sur Bleu Héros ce soir dans l'émission de Bertrand Queneut. Et malgré la réduction du score de Rofiat Imouran à la 69e, le MHSC s'est bien imposé 2-1 sur cette rencontre pour la 8e journée de D1 Arkema. À l'issue de cette journée, Montpellier est 5e ex-aequo avec Fleury 4e. 2 résultats pour les Vipers. Tout d'abord un rendez-vous qu'ils avaient en Coupe de France face à une équipe de Ligue Magnus, les Aigles de Nice. Donc une équipe qui est 2 divisions au-dessus d'eux. Ils n'ont pas fait pas le figure, sachant qu'ils ont même mené 2-0, mais malheureusement sur la durée du match, ils ont fini par craquer pour s'incliner sur le score de 5-2. Élimination donc pour Montpellier au stade des 8e de finale. Ils se sont ensuite imposés pour le 2e match de leur semaine, 6-4 dans un match référence face au HCMP Courchevel-Méribel Pro-Alognan, 3e de la poule B. Après 7 journées en D2, Montpellier se classe 5e de la poule B, dominé par Roanne devant Toulouse-Blagnac. Enfin, 2 rendez-vous qui avaient lieu dimanche. Les Gazelles du BLMA se sont imposées 86-72 contre Angers pour la 5e victoire de nos joueuses en LFB. Alicia Jenkins a été la gazelle de ce match, MVP quasiment double-double avec 22 points et 9 rebonds. À l'issue de la 7e journée, Latte Montpellier 4e avec le même bilan que le 3e Basketland. Les leaders, c'est Villeneuve d'Ascq, toujours invaincu. Enfin, le MHR féminin s'est imposé pour la première journée d'élite féminine à Sabaté face au stade villeneuvois Lille Métropole, une victoire bonifiée 32-7. Dans le même temps, la SM Romagna a éparpillé le stade français 69-5 pour prendre la tête de la poule 1 devant le MHR. On passe tout de suite à notre agenda. Sport & Chill, l'agenda 100% montpelliérain.
Et dans l'agenda 100% montpelliérain, 8 matchs au programme. Tout d'abord jeudi, 2 rendez-vous. La réception pour les gazelles du BLMA de Guernica Biscaya à 20h au Palais des Sports de Latte pour la 5e journée d'Eurocoupe. Un rendez-vous pour le MHB, on en parlait un petit peu plus tôt, du côté de la Dragao Arena de Porto à 20h45 pour la 8e journée de Ligue des Champions. 3 matchs au programme du samedi. Un déplacement pour le MHR à Bobigny en région parisienne à 15h pour la 2e journée d'élite féminine, une réception pour les garçons, cette fois-ci de Montpellier, du MHR, on en parlait, au GGL Stadium face à Oyonnax, match très important à 17h pour la 8e journée du top 14. Le MHSC Volley se déplacera de son côté à Nice à 19h pour la 8e journée de Marmara Spike League. Enfin, 3 matchs ce dimanche. Le retour après la trêve internationale, et ça nous fait bien plaisir, du MHSC sur les terrains face au Stade Brestois à 15h au Stade de la Mosson pour la 13e journée de Ligue 1. La réception pour les gazelles du BLMA des Flammes Carolo Basket Ardennes à 16h pour la 8e journée de LFB. Et enfin le déplacement du MHB en clôture de ce week-end du côté du PSG Handball à Coubertin à 19h pour la 11e journée de Star League. On va prendre notre première pause musicale avec un son de Kodak Black, Testimony. I'm God sent. I know I'm God sent. I swear for God. You know what I'm talking about? I done overcame so much obstacles, came from up under so much rocks and shit. Even though I be out here scheming, like a demon see me, I know I'm God sent. It's gotta be God. I'm God sent, like he sent me so I can relay these messages. Like he used me as a vessel, like he used me as an instrument. Tryna lock me in a box, they hate how God to keep on blessing me. They locked me in the box, I pray to God, this ain't my destiny. I don't drink no lean, I'm sipping no holy water like this my medicine. I'm a living testimony, every album like a testament. Everything I went through made me who I am, so he be testing me. So I'm breaking bread with all my fam, cause I don't take no essence. I done sacrificed my nigga, cause none of my niggas ain't see the best in me. They want me slinging metal like the devil, but I'm heaven sent. My brother, my mother, man, Alex, fuck my daddy, cause he neglected me. I'm 20 years old, but I act like I've been here before, like I'm a veteran. He spit this shit through me like I'm a prophet, but I'm a reverend. Put my blood, sweat, and tears on all these lyrics, cause this my exodus. I'm down so I can live, so I can live, I resurrected it. I'm down so I can live, so I can live, I resurrected it. Hey, blood in my eyes, I'm going blind, oh. Stuck in these streets, feel like my life froze. I've been running these streets, got me dehydrated. I've been living so crazy, feel like I'm dying, baby. Blood in my eyes, I'm going blind, oh. I'm stuck in these streets, feel like my life froze. I've been running these streets, got me dehydrated. I've been living so crazy, feel like I'm dying, baby. I just shot a nigga, now I can't sleep. My brother, he just washed me down with bleach, oh. Project baby, snotty nose, head peasy. Now everybody around the world trying to beat me. Miss my niggas, hope they see me on the TV. I'm on Instagram showing off my VVs. You don't understand that this one easy. I've been walking around with my head peasy. Shot a nigga, took a shower with the bleach, Yahweh. Mama, I fell victim to the squeeze, I'm sorry. I'm in middle school selling weed in the hallway. I was skipping school, got in beef, started robbing. Jack with at my G, we like Batman and Robin. God, I know you looking out for me through the darkness. Blood in my eyes, I'm going blind, oh. Stuck in these streets, feel like my life froze. I've been running these streets, got me dehydrated. I've been living so crazy, feel like I'm dying, baby. Blood in my eyes, I'm going blind, oh. I'm stuck in these streets, feel like my life froze. I've been running these streets, got me dehydrated. I've been living so crazy, feel like I'm dying, baby.
Et de retour sur Radio Campus Montpellier, vous écoutiez Testimony, un son de Kodak Black. Vous avez rendez-vous avec votre émission sportive Sport & Chill et après le sport montpelliérain, place à l'actualité de la semaine. Sport & Chill, l'actualité de la semaine. Et dans l'actualité de la semaine, un focus actu tennis évidemment avec le Masters ATP Finals qui s'est terminé hier soir à Turin avec une finale qui opposait Team Novak Djokovic à Yannick Sinner et surprise ou non, le Serbe s'est imposé à nouveau dans le Masters, continuant à construire sa légende pour remporter son 7e Masters et devenir le seul détenteur de ce nouveau record. L'occasion évidemment de parler de ce Masters et puis plus globalement de tirer un bilan de cette saison ATP. Je te laisse la parole déjà pour nous parler de ce tournoi qui a animé toute la semaine. Ouais, merci Romain pour le préambule. Effectivement, en fin d'année, c'est toujours le momentum du tennis, puisque en novembre a lieu du coup le Masters, qu'on appelle le tournoi des maîtres, donc qui réunit les 8 meilleurs joueurs mondiaux. Pour le décrire, bon, vous le savez, c'est deux poules de 4 joueurs qui s'affrontent, et ensuite les 2 meilleurs joueurs de chaque groupe sortent pour s'affronter en demi-finale. Là, on avait deux groupes très relevés avec des joueurs qui sont méritants et qui ont fait une saison performante. Donc, il y avait la nouvelle génération qui était représentée par Sinner, Holger Rune et Carlos Alcaraz, évidemment. Il y avait ensuite les joueurs de la next-gen précédente, qu'on va dire confirmée. La demi-gène. C'est ça, la demi-gène. Que sont Tsitsipas, Medvedev, qui étaient présents aussi. Et ensuite Djokovic, toujours au rendez-vous. À 36 ans. Et un peu en outsider, j'ai envie de dire, un Andrei Rublev et Zverev qui a quand même fait une fin de saison remarquable après sa blessure à Roland-Garros. Donc je trouvais que déjà sa participation au Masters était en soi un exploit. Et on a eu 2 groupes donc avec des matchs plutôt intéressants en poule. On reviendra sur le niveau de jeu après global. Mais il y avait un groupe, le groupe vert, donc avec Sinner, Djokovic, Holger Rune et Tsitsipas, qui a été un peu tronqué du fait de la blessure de Tsitsipas. Mais on a vu tout de suite Yannick Sinner prendre possession des lieux chez lui, à domicile, et gagner avec autorité le grec, mais qui était diminué, 6-4, 6-4, donc on n'a pas vraiment eu l'opposition qu'on souhaitait. De son côté, Djokovic lui a affronté Holger Rune et dans un match un peu similaire à celui qu'il avait joué à Bercy contre le Danois, une histoire de tie-break et le 3e set et qu'il a finalement remporté. Et donc on a vu déjà plutôt un très bon premier match entre Djokovic et Rune. Et au final, dans le groupe, avec la blessure de Tsitsipas, Urkaz était sûr lui de pouvoir se qualifier. Il a fait douter Djokovic dans un match en 3-7 où le Serbe a été pendant un temps sur un fil, puisqu'il était dépendant du sort à un moment donné de la victoire de Sinner contre Rune, et je pense qu'on peut féliciter et mettre de l'honneur à l'Italien, parce qu'il aurait pu balancer le match, surtout que le match était en 3-7, que c'est un match disputé, et puis il a vraiment joué le jeu, et donc il a permis d'inviter Djokovic quelque part aux demi-finales, alors que ça avait été son bourreau en poule. Donc ça, c'était un premier fait qui a toute son importance puisque vous le savez, Djokovic a remporté le tournoi à la fin. Et dans l'autre groupe, on a vu des matchs un peu moins intéressants, je trouve. Il y a eu un Zverev Alcaraz qui était pas mal en premier match. Mais ensuite, perso, je retiens pas. Même le Alcaraz-Medvedev était assez décevant. Ouais. L'Espagnol qui s'est imposé avec autorité, j'ai trouvé Medvedev un peu crispé, un petit peu tendu. Mais les 2 joueurs se sont qualifiés pour les demi-finales. Donc on avait des demi-finales, on pouvait pas faire plus logique puisque c'était les 4 meilleurs joueurs mondiaux, les 4 premiers mondiaux. On sait que dans l'ATP, le circuit masculin, la hiérarchie est quand même plus respectée qu'en WTA. Et donc on avait des demi-finales très alléchantes sur le papier, avec Sinner-Medvedev et Alcaraz contre Djokovic. On a vu un Yannick Sinner un peu supérieur à Medvedev. J'ai trouvé qu'il avait mérité sa victoire et je l'ai trouvé un petit peu au-dessus. Donc Sinner qui s'est imposé en 3-7 malgré tout, parce que le russe Medvedev fait toujours de la résistance et jamais un joueur facile à battre, surtout en indoor. Et dans l'autre match, on a vu Djokovic
Un score un peu trompeur, il bat facilement, on pourrait se dire ça sur le papier, mais il y a eu des jeux très disputés, il bat quand même 6-3, 6-2 Alcaraz. Il y a des jeux, tu ressens vraiment que c'est les 2 meilleurs joueurs du monde et que... Ouais, il y a vraiment une intensité, une qualité de balle, de frappe qui est phénoménale. Donc malgré tout, je dirais pas que c'était un match inintéressant. Et en revanche, en finale, on a vu Djokovic vraiment concasser l'Italien et on a vite vu que ça allait être un match un peu à sens unique. Je trouvais que l'Italien était un peu court physiquement. J'allais dire Djokovic a amélioré encore son niveau de jeu comme à son habitude. À partir des demi-finales, il était en mission. Et... En demi-finale, on sentait qu'il était en mission, finale évidemment. Et Sinner, lui, a semblé plus émoussé peut-être qu'il à avait... la fin du tournoi. Alors qu'au final, il avait peut-être c'était celui qui avait le moins à perdre des deux, puisque Djokovic visait un record avec un 7ème titre. Il a 36 ans, même s'il joue un tennis incroyable, forcément, il est plus à la fin de la carrière que Sinner, qui je pense reviendra en finale. Mais on l'a vu beaucoup plus tendu que le Serbe, et ça s'est ressenti sur certaines balles faciles que normalement... Il met dans le cours et avec une bonne qualité, et là aujourd'hui peut-être la pression aussi de la finale. Ouais, voilà, la pression, je pense qu'à domicile pas évident à gérer. C'est sa première finale exactement, mais en tout cas c'est prometteur. Donc voilà un petit peu les éléments. Première question, qu'est-ce que, évidemment, Djokovic légendaire avec ce 7ème titre, qu'est-ce que vous retenez de ce Masters, notamment en niveau de jeu? Quels sont un peu les joueurs qui vous ont plu, ceux qui vous ont moins plu? Clément, peut-être. Moi je suis très très content de Sinner, même si il perd la finale assez logiquement, j'ai envie de dire, mais je suis très content de Sinner parce que depuis quelques matchs, quelques tournois, là il monte vraiment en puissance. Moi j'avais besoin de cette confirmation contre les meilleurs pour Sinner, et je suis très très excité, et je pense que c'est vraiment le joueur que je vais suivre l'année prochaine en 2024, parce que j'ai envie de le voir en Grand Chelem là cette fois. J'ai vraiment envie de le voir qui passe ce cap cette fois en Grand Chelem, parce que je pense, et Carlos Alcaraz l'a très bien dit en conférence de presse, que il peut très bien devenir numéro 1 l'année prochaine et qu'il peut prendre des grands chelems, parce que aujourd'hui voilà, il est en train de passer ce step, et je suis très 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 excité de le voir l'année prochaine. Son match contre Djokovic, il était vraiment bien en poule, malheureusement la finale il la perd, mais c'est un joueur qui fait très plaisir à voir, qui développe encore plus son jeu, et vraiment très très excité de le voir l'année prochaine. Guillaume, est-ce que toi tu as été surpris, j'allais dire, de voir Yannick Sinner progresser de telle manière sur cette fin de saison avec ce tournoi à domicile lors du Masters? Et je suis assez d'accord avec ce que dit Clément, mais en même temps je vais me faire un peu, j'allais dire, le gars un peu négatif en disant aussi que justement j'attends de voir en Grand Chelem, parce qu'on a vu par exemple Zverev prendre par le passé 2 Masters, mais avoir du mal à passer le cut sur des matchs en 3-7 gagnants. Est-ce que tu penses justement que Sinner, lui de son côté, a les armes indéniablement l'année prochaine pour franchir ce cap-là et battre des top joueurs du top 5 régulièrement en Grand Chelem, et aller, pourquoi pas, dans un dernier carré, voire aller chercher une finale dès la saison 2024? Ouais, qu'une fois. Oui, alors j'ai envie de dire oui, mais dépêche-toi. Parce que, bon, je vais pas dire que derrière il y en a déjà une dizaine, mais. Après, il reste jeune. Non, mais en fait, je vais faire un parallèle avec un joueur qui lui ressemble en tout point, je trouve, par la taille, par le jeu. C'est Thomas Berdych, qui a fait des finales de Grand Chelem, une, je crois, mais qui est toujours resté 4-5. Voilà. Et on s'en souvient, il est resté 8 ans top 5, y a pas de problème, mais il a jamais vraiment rien gagné. J'ai peur que Sinner, s'il gagne pas vite. Alors oui, il a que 22 ans, ok. Après, mais qu'il soit ce joueur-là, et un peu comme Zverev, Zverev, Tsitsipas, ces mecs-là, ils sont entre 4 et 6. Et des fois 2. Je suis plus inquiet pour eux quand même, parce qu'ils sont moins dans la vague montante. Ils sont déjà plus vieux aussi. Ouais. Mais voilà, pour moi, il faut vite gagner. De toute façon, c'est pareil dans tous les sports, il faut vite gagner. Et tu te libères de cette pression. Là, par contre, Sinner, il était en mission, clairement. On voit son attitude à Bercy. Ok, la programmation était vraiment scandaleuse, mais il aurait pu jouer, et il n'avait pas envie de se cramer à 10 jours du Masters. Donc il était vraiment en mission, il a répondu présent, sauf en finale, mais je pense qu'il est un peu cramoise. Sinon, pour cette parenthèse Masters, j'ai bien aimé le retour au premier plan d'Alcaraz,
qui lui aussi a vécu une saison difficile, enfin une fin de saison difficile parce que la saison ça va, il y a pire. C'est qu'on est ambitieux pour Carlos. Et il s'est bien relevé avec des matchs. C'est plutôt demi-finale, c'est honorable quoi. Enfin, vu le groupe dans lequel il était en plus. Bah surtout tu perds contre Djokovic. Et son état de forme, tu perds contre des Kidam à Bercy, à Shanghai et tout. T'arrives au Master, bah forcément il y a que des tauliers. Ouais. Et quand même t'en bats 2, donc je trouve que il s'est un peu retrouvé. Et on est encore une fois robotisé avec les trois fadas là, mais à 20 ans tu gagnes un grand chelem, tu fais une finale. Ouais, c'est extraordinaire. Mais tu vois, ça va quoi. Pour revenir à ce que tu disais pour Sinner, il faut se dépêcher. En vrai, je pense que l'ère de Berdych, elle était quand même bien dominée par des monstres. Aussi, t'as raison. Et là, en fait, je pense qu'il va y avoir la place. Bon, Carlos est, je pense, encore au-dessus de ça, même si peut-être l'écart va se resserrer, mais pour moi, c'est le meilleur de cette nouvelle génération. Mais après, peut-être que c'est lui, et peut-être qu'il va avoir la chance d'en prendre plusieurs, en fait. Ouais, donc, t'as raison. Il est encore très jeune. Il est encore très jeune, et laissons-lui le temps de se développer. On verra cette saison 2024 ce qu'il va donner. Non, mais après j'y crois, je dis pas qu'il va faire merde, j'y crois, mais voilà. Ouais. Je sais pas si Tim, tu avais effectivement d'autres points que je vois que l'heure tourne. Oui. Bon bah peut-être au moins une autre question. Bien sûr. Comme on a parlé de la next gen et je vais faire le parallèle avec Djokovic, du coup qui gagne son 7ème Masters. Pour vous, est-ce que Djoko il a vraiment encore une vraie marge, et est-ce que vous le voyez potentiellement encore faire l'année prochaine 3 voire 4 finales en Grand Chelem? 3 lettres, oui. Oui. 3 lettres aussi pour non. 3 lettres aussi pour non, mais là c'est 3 lettres oui, tout simplement parce que je vous entendais justement parler d'Alcaraz. Pour moi, c'est Alcaraz qui doit se dépêcher. Alors oui, il a que 20 ans, il a qu'un grand chelem. Mais on le compare à Nadal. Nadal faisait mieux à son âge. Ouais, mais il a gagné Wimbledon là, donc. Oui, mais tu vois, cette année, toutes les finales la seule finale que Djoko ne gagne pas, c'est Wimbledon. Sinon, il a gagné toutes les autres finales qu'il a disputées. Et moi, je trouve que on en parle beaucoup, ça va être Alcaraz, ça va être le nouveau, mais moi je trouve qu'au bout d'un moment faut y aller. Là justement, je te trouve quand même dur. Je sais, moi je suis dur avec Alcaraz parce que là il fait demi-finale et il a gagné des Masters 1000 et puis gagner Wimbledon contre Djokovic, franchement ça relève vraiment d'un exploit. C'est un exploit, mais battre la performance de Djoko à Wimbledon, c'est dur quoi. Justement, c'est un exploit, mais on passe d'un triumvirat Djoko, Federer, Nadal avec de temps en temps Murray et d'autres qui se sont inclus dans le groupe. T'as juste Djoko, puisque Nadal maintenant est out et Federer est plus là, et ça fait plusieurs années qu'on attend une remontée des nouveaux. On a eu des teams, on a Medvedev mais il a pas de mental, on a Tsitsipas qui est tout le temps blessé, on a Zverev qui est plus là, et moi là entre les deux, tu vois, je pense que Sinner, oui, il intégrera le top 3 pour moi vite, et je vois là sur la fin de saison Sinner dépasser Alcaraz. Ouais, moi je te sur la dynamique, oui. Sur la dynamique récente, oui, mais je te rejoins pas sur la constance de la saison. Voilà, et là où je comprenais mieux la position de Guillaume, même si c'était un peu provocateur de mon point de vue sur le fait que Sinner doivent se dépêcher, parce que je pense qu'il a d'autres potentialités que Berdych, et puis surtout que la concurrence n'est pas tout à fait la même que lorsqu'il y avait les 3 bons, parce que c'est surtout ce point-là qui compte. Berdych aujourd'hui il aurait gagné les grands chelems. Très, très probablement, mais pour Alcaraz, je pense comme Clément que c'est le joueur qui reste au-dessus du lot malgré tout de cette nouvelle génération, et que le fait qu'il soit déjà allé chercher Wimbledon cette année montre toutes les potentialités du garçon. Il a moins bien fini la seconde partie de saison. Après il faut surtout voir une chose, d'ailleurs c'était la question de Tim, c'est que Djokovic est stratosphérique, a montré des choses à 36 ans que l'on n'est pas prêt de revoir pour un joueur, où il va s'arrêter, et apparu presque tout aussi fort que sur les années 2015-2016 où il avait encore physiquement sans doute la capacité de jouer bien des tournois. L'année de Djokovic elle est exceptionnelle. À partir du moment où tu as un Djokovic qui va ouvrir un petit peu plus la porte, qui quand même devrait arriver tout au tard, je pense qu'Alcaraz va s'engouffrer dans cette porte-là et risque de prendre énormément de grands chelems, et c'est pour les autres joueurs de la next gen que ça risque d'être compliqué. Par contre, mais c'est possible qu'il faille s'armer de patience un peu, parce que lui il a l'air d'avoir toujours autant soif de victoire et de record. Ce gars-là il est pas fait comme il va aller chercher déjà les 109.
Il va aller chercher le record de titres, il va chercher le record de victoires sur le circuit ATP. Mais juste pour clôturer le débat, je pense que là, l'année 2024 doit marquer un tournant. Je pense que là, il est la next-gen, donc les Rune, les Sinner et Alcaraz évidemment, et j'inclus encore Medvedev dedans. Ils doivent avoir un bilan un peu plus positif contre Djokovic. Si au fil des ans, ça s'inverse pas, ça va être très compliqué pour eux d'avoir un palmarès plus étoffé en fait. Et aussi d'avoir une crédibilité. Parce qu'en fait, même si tu gagnes des grands chelems et que tu gagnes des Masters 1000, mais quand il n'y a pas de Djoko ou quoi, en fait, c'est quoi là? Parce que si t'arrives pas à gagner contre Djoko, c'est compliqué quoi. Oui, ça donne l'impression que la passation de pouvoir n'aura jamais lieu et que Djokovic a juste décidé presque de lui-même d'arrêter sa carrière quand bon lui semblera et qu'il aura dépassé, je vais vous en laisser un peu. qu'il aura dépassé tous les records qui se présentent à lui, sachant que finalement il ne reste plus qu'un. J'ai envie de dire, c'est celui de Jimmy Connors en nombre de titres remportés. Mais Djokovic a quasiment fini le jeu, comme on dit. Il aura vraiment fini le jeu s'il prend la médaille d'or au JO. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Franchement. Sans doute le prochain grand objectif, je pense qu'il sera en mission là. De Novak Djokovic en représentant son pays, la Serbie, lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Très bonne transition d'ailleurs par rapport au programme qui nous attendra dès l'année prochaine et un grand événement qu'on attend pour le tennis mais aussi pour l'ensemble des autres disciplines. On passe tout de suite, messieurs, à la parole est aux chillers. Sport & Chill. La parole est aux chillers. Et dans la parole est aux chillers, quelques sujets qu'on souhaitait esquisser avec vous. Tout d'abord un premier avec Guillaume, on va parler 2 fois de football parce que Tim aussi souhaitait en parler sur autre chose. Tu voulais défendre, Guillaume, une position, celle que oui, on a vu ce match entre la France et Gibraltar. La France a mis un rare 14-0 à une petite nation sans lui faire offense qui est Gibraltar, mais ta position c'est que les petites nations doivent coûte que coûte participer aux éliminatoires même s'ils en prennent justement 14. Ouais, je suis un peu Platini. Je vais essayer de défendre cette universalité du football. Alors à première vue c'est difficilement défendable. Gibraltar a pris 35 buts en 8 matchs, le Liechtenstein 28, Saint-Marin 29. On dirait l'Olympique Lyonnais, pardon. Non, je rigole, j'étais un peu obligé. Non, mais c'est vrai que les matchs, ils ont l'air quand même inintéressants au possible, et même moi, je les regarde pas, franchement, je les tapé sur le tennis samedi soir. Mais pour moi, c'est ces participations d'équipes, des petites équipes, c'est les derniers garants du foot qu'on a aimé, qu'on aime et qu'on défend. Il reste plus que 3 compétitions de ce genre pour moi, les qualifs à l'Euro, les qualifs de la Coupe du Monde. À la CAN, c'est pareil, tous les petits pays africains, enfin tous les pays des qualifs des continentales participent. Et pour moi, je trouve ça presque quasi obligatoire pour sauvegarder ce qu'on aime dans le foot. On sait qui se qualifieront jamais et c'est pas non plus notre souhait parce qu'on n'a pas envie de voir Gibraltar à l'Euro. Et encore je trouve qu'il y a des petites nations qui émergent un petit peu, par exemple le Kazakhstan peut se qualifier, la Géorgie peut se qualifier, la Moldavie aussi. C'est ça. Et donc on sait qu'ils vont pas se qualifier mais ils doivent tenter leur chance. Pour moi c'est l'essence même du football. Alors après, je vois des débats où les gens disent c'est scandaleux, ils ont rien à faire là et tout, mais ces mêmes gens étaient vent debout contre la Super League et tu peux pas avoir été vent debout contre la Super League et aujourd'hui dire à Saint-Marin merci messieurs, allez jouer au sable quoi. Non, c'est pas possible, c'est un peu un antonyme. Et donc comme tu disais, il y a des petites équipes qui peuvent encore se qualifier. La Moldavie ce soir, elle peut se qualifier si elle bat la République tchèque. Sur la République tchèque ça va être compliqué. Le Luxembourg a inscrit 17 points dans cette phase de poule avec le Portugal dans la poule avec le Portugal dans la poule qui a fait 10 victoires en 10 matchs ou 9 en 9, je sais plus. 10 sur 10. Ce qui est au prorata des matchs joués, autant que ce qu'aurait pu scorer la Pologne qui a 11 points en 8 matchs, donc ils auraient pu avoir 17 points en 10 matchs, plus que la Suède qui a 10 points en 8 matchs, la donc Norvège qui aurait pu faire 16, que la Norvège. Donc ce soir, je l'ai dit, la Moldavie peut encore se qualifier si elle s'impose dans la République tchèque. Alors oui, samedi c'était un entraînement, aussi un enterrement. C'était chiant à mourir, c'était terrible, c'était gênant à tous les sens du terme, les commentateurs. J'ai encore écouté Jeannot Rességuier qui s'est gosé quand même malade sur le 14e but, c'est une gêne absolue. Mais moi, tu vois, ce côté du banquier, même si c'est le banquier de Gibraltar qui est quand même assez riche, qui peut toller les joueurs professionnels et les meilleurs joueurs du monde, j'aime ça, et même parfois ils leur font payer des petits frais assez sympas. Voilà.
Écoute, le message est passé, Guillaume. C'est rare, mais ça et arrive. sache que pour le coup, je suis bien de ton avis. Si on continue sur du football, Tim, justement aussi, tu voulais aborder un petit point, j'allais dire, de détail, mais qui n'en est pas tant un quand même. C'est qu'il y a eu une nouvelle règle qui a été proposée par la FIFA sur le hors-jeu. Était plutôt enthousiaste par rapport à cette J'ai nouveauté. pas voulu regarder. Oui, ça s'appelle c'est la loi Wenger, puisqu'il bosse maintenant à la FIFA, vous le savez. Et c'est en fait une modification de la règle du hors-jeu où en fait, a priori pour l'instant c'est testé dans des catégories jeunes, notamment en Italie et en Suède. Et il faut que en fait le corps entier de l'attaquant dépasse le dernier défenseur. Et je trouve ça très bien parce que ça favorise le football moderne. Ça favorise aussi des situations des fois très délicates où on a vu des buts refusés pour une main, pour un bout de doigt, et je trouve que ça n'a aucun sens, c'est pas l'esprit du football, surtout que de base, quand il n'y avait pas la VAR, c'était faveur à l'attaquant, normalement la règle du hors-jeu, et je trouve qu'on revient un peu dans cet esprit, et en ça, je trouve ça pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour arriver à trouver quand même, j'allais dire, un peu de cohérence, peu de cohérence et puis ne pas rendre trop, j'allais dire, robotisé. Exactement, et trop technologique dans un les football décisions qui est déjà bien assez aseptisé. Après avoir effectivement ce qu'il en sera de cette application en tant que telle. Oui, il y aura toujours une limite, quoi. Sur la règle qui aura toujours ses limites. La ligne, est-ce que ce sera le talon qui sera encore sur la même ligne que l'autre? Oui, mais je préfère ça, franchement, je préfère ça. Mais au moins, tu vois, il n'y aura pas les buts, le mec, t'as un bout de doigt qui dépasse et non, ça n'a aucun sens pour moi. Oui, tout à fait. On partage aussi, je pense, autour de la table cet avis. Je voulais passer, moi, de mon côté, juste rapidement. On en parlera beaucoup plus la semaine prochaine parce que ce sera la fin de la saison. Mais je voulais passer un coup de gueule pour le Grand Prix de Las Vegas en Formule 1. Grand Prix porté sur le show à l'américaine. Jusque-là, j'ai envie de vous dire, si ce n'était que ça, même si ça n'a pas bien plu aux pilotes et notamment à Max Verstappen qui lui-même a pris la parole assez tôt, nous annonçons finalement le fiasco que serait ce Grand Prix en disant que le Grand Prix de Las Vegas c'était tout simplement 99% de show pour 1% de sport, mais par la suite là où ça a été encore plus questionnant c'est par rapport au moment où véritablement nous sommes rentrés dans la phase de qualification d'essai libre avec notamment une soirée étonnante si je puis me permettre de jeudi à vendredi où les monoplaces en préparant les séries se sont retrouvés tout d'abord à être mise en difficulté par des plaques d'égout sur le parcours du circuit. J'allais dire fait d'autant plus étonnant lorsque justement on est censé préparer tout un show, être au cordeau sur toute l'organisation d'un Grand Prix et qu'on arrive à ne pas bien fixer les plaques d'égout sur le parcours. Carlos Sainz, mais c'est pas le seul, a subi des dégradations très importantes sur sa monoplace. Pire encore, ça j'allais dire, c'est déjà la problématique de Liberty Media en tant qu'organisateur du Grand Prix, mais la FIA a souhaité appliquer malgré tout coûte que coûte la décision de 10 places de rétrogradation pour Carlos Sainz au regard des types de modifications qu'il devait faire sur la monoplace pour de nouveau concourir. Bref, tout a été raté pour ce Grand Prix, d'autant plus que les qualifications sont terminées en pleine nuit et que les spectateurs eux-mêmes ont dû quitter les estrades pour suivre la course au regard d'une heure tardive où l'organisation de la course ne pouvait plus se permettre d'assurer la sécurité et l'organisation, j'allais dire, du suivi du public sur le Grand Prix. Malheureusement assez anecdotique ce week-end, mais c'est Max Verstappen qui a remporté ce Grand Prix après un joli spectacle. Sa 18e victoire de la saison devant Charles Leclerc qui a chippé la 2e place au Mexicain Checo Pérez dans le dernier tour. De notre côté, on retiendra la belle 4e place d'Esteban Ocon dans une saison compliquée pour Alpine. Il termine donc 4e, tandis que Pierre Gasly a terminé 11e hors des points. Enfin, je voulais faire part de ma petite déception, même si c'est pas un coup de gueule pour la fin très probable du suspense en MotoGP à l'issue du Grand Prix de Losail en catégorie reine MotoGP. Si Jorge Martin était revenu à 7 points à l'issue du sprint samedi, le Grand Prix a sans doute sonné le glas de ses espoirs de titre, sachant qu'il est désormais à 21 points de Pecco Bagnaia qui a terminé 2e derrière son compatriote Fabio Di Gianantonio sur sa Ducati Gresini qui a remporté sa première victoire en MotoGP, mais
Jorge Martin, lui, a terminé seulement 10e de ce Grand Prix, remettant en question notamment la qualité de son pneu arrière Michelin. Il était très énervé à l'issue de cette course. Quoi qu'il en soit, ça va être très compliqué désormais pour le pilote espagnol de Pramac d'espérer remporter un titre. Il faudra sans doute une catastrophe pour Bagnaia qu'on ne lui souhaite pas pour que la hiérarchie change. De son côté, Fabio Quartararo a terminé 7e de ce Grand Prix, tandis que Johan Zarco a connu un Grand Prix plus difficile, seulement 12e, lui qui a essayé autant que possible d'aider son coéquipier Jorge Martin en restant derrière lui en toute fin de Grand Prix. Je termine avec un dernier sujet, c'était pour toi, notre Clément, tu voulais nous parler rapidement, et cette fois-ci en coup de cœur, d'un événement e-sport qui a eu lieu. Ouais, bah c'était les finales des Worlds de League of Legends ce dimanche, et puis League of Legends qui est je pense le jeu le plus prisé en e-sport, je veux dire le jeu qui est le plus populaire. Et bien c'est finalement Faker et T1 qui ont remporté leur 4e titre après 2013, 2015 et 2016. Et bien 4e titre pour Faker qui continue d'asseoir sa légende en tant que probable plus grand joueur de l'histoire de ce jeu. Surtout que en plus l'année dernière il y a eu un scénario assez cata pour Faker et T1 qui avait encore une fois atteint les finales, mais qui avait été défait par une autre team sud-coréenne, DRX. Ils avaient perdu 3-2 en finale et tout le monde s'était dit que c'était un peu la fin de Faker et qu'il allait plus jamais gagner. Il avait prolongé jusqu'en 2025 après cette finale, on s'était peut-être dit pourquoi pas il pourrait revenir. Finalement il prend ce titre, et avec la manière, puisqu'ils ont gagné 3-0 dimanche contre Weibo Gaming, une équipe chinoise, les Chinois qui arrivent en force sur League of Legends après une grosse domination dans les années 2010 des Sud-Coréens. Mais voilà, juste un gros coup de cœur pour Faker et T1 qui sont encore trop forts cette année et peut-être l'année prochaine encore. Eh ben écoute, affaire à suivre, et j'allais dire comme Nolé, Faker qui continue coûte que coûte quand on pense qu'un champion peut s'arrêter de gagner, c'est surtout il continue à construire sa légende. C'est 10 ans dans le même club et 10 ans dans l'e-sport, c'est vraiment énorme. Assez remarquable, tu fais bien de préciser, j'allais dire le résultat de cet événement à l'issue de cette parole et de chiller. De notre côté, avant de parler basket, on va prendre notre deuxième pause musicale avec un son de Drake, What Would Pluto Do. Been out of the way and the cut, it's been a minute. Working on her album, not finished. Last time I saw her, she was fucking with my nigga. So the question is, what would Pluto do? He for the hoe, so I did it. What would Pluto do? He for the hoe, so I did it. What would Pluto do? He definitely fucking on his hoe. Ayy, wiggling back into my old ways. Ayy, bunch of sedative hypnotics in my system. Okay, life is going just how I predicted. Okay, dropping 2 Cialis in a liquid. Okay, I ain't got a strap, I gotta risk it. Okay, baby girl Adonis need a sister. Okay, and my baby mama out the picture. Okay, think I'm Illuminati cause I'm rich. Well, okay, diamonds in the sky, put your face down, ass in the air. 2 cups up, ayy, bustin' out pills, keepin' shit trail, crackin' new cell, new road, order for the thrill. Too lazy, even change out the wheel. Yeah, thought they knew my body, guess they don't. Thought they knew my body, guess they don't. Ay. Thought they knew my body, guess they. Ay. Guess they don't. I'm geeking off of my pride. Lost my Sprite deal, cause Wayne kept pouring 5. You know I'm beefing with much older guys. Before I catch up with them, they'll probably ain't what RP them fuck niggas. What? Really hate a rap nigga. Let's not even talk about them fuck niggas, fuck them. Hit my line talking about what's up, well what's up then. Last time I saw you, you was talking about reduction. Looking at you now, I see you ain't get rid of. Looking at you now, I see you ain't get rid of nothing. Where you get the jeans from? Who sold the buttons? Cause that shit still popping out the front and the back. That shit still popping out the, damn. That shit came popping out them jeans like a ghost. Girl, you gotta pop that on me like a coat. Swear I wanna crack behind your back like a joke. Swear I wanna lift you up high like your hopes. Swear I wanna tear your box out like a coach. Get inside and bend a dick just like the Pope. Girl, you got me begging for a 10 like I'm broke. Girl, I want us hanging in the summer like a coat. Girl, I wanna slide in your box like a vote. Tryna have you coming out your shell like the yoke. But I heard you fucking with a nigga that I know. Okay, sir. Damn, okay. I've been out of the way and the cut, it's been a minute. Working on her album, not finished.
my niggas. So the question is, what would Pluto do? He for the hoe, so I did it. What would Pluto do? He for the hoe, so I did it. What would Pluto do? He definitely fucking on his hoe. De retour sur Radio Campus Montpellier, vous écoutiez un son de Drake, What Will Pluto Do? Tout de suite, place à notre débat de la semaine basket. Sport and Chill, le débat de la semaine. Premier débat basket et NBA de cette saison 9 de Sport & Chill. La saison 2023-2024 a démarré il y a maintenant un mois. La saison régulière officiellement lancée le mardi 25 octobre dernier avec 2 premiers rendez-vous, Nuggets-Lakers pour la remise de la bague de champion aux joueurs de Denver et Suns-Warriors. Après 12 à 13 matchs en fonction des franchises, les Boston Celtics font la course en tête dans la conférence Est avec un bilan de 11 victoires pour 2 défaites devant les Sixers de Philadelphie et les Bucks de Milwaukee et leur nouveau duo Giannis-Damian Lillard. Une hiérarchie qui apparaît pour le moment relativement logique avec le Miami Heat de Jimmy Butler en embuscade. À l'ouest, de manière plus surprenante, les gars, ce sont les Wolves de notre Rudy Gobert national qui sont en tête de la ligue devant une jeune équipe enthousiasmante et solide de OKC portée par le Canadien Shai Gilgeous-Alexander et le rookie Chet Holmgren. Les champions en titre Denver ont également bien débuté leur saison malgré l'absence du fidèle lieutenant de Jokic, Jamal Murray. Les Kings de Domantas Sabonis et de De'Aaron Fox et les Mavs de Luka Doncic font aussi partie des satisfactions du début de saison, respectivement 4e et 5e de la conférence Ouest. Voici un petit peu pour les forces en présence. Je voulais justement vous faire réagir, les gars, un petit peu conférence par conférence. En démarrant par la conférence Est, on voit que les Celtics démarrent fort. Ils ont connu une intersaison assez animée avec le départ de Marcus Smart, de Grant Williams, l'arrivée dans le 5 de Kristaps Porzingis et plus récemment de Drew Holiday, un apport important au poste de meneur, lui qui jouait du côté de Milwaukee, et les Celtics qui ont profité du trade de Lillard pour attirer Holiday dans leur 5 majeur. Tim, quel est un petit peu ton avis, j'allais dire, sur ces Boston Celtics, et est-ce que pour toi ils sont indéniablement les favoris de la conférence Est? Ben oui, ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis 2-3 ans maintenant. L'année dernière, ils ont fait une super saison, c'est juste qu'ils n'ont pas été clutch en playoff. Là, pour moi, à l'Est, c'est Boston et puis Philadelphie. Ça sera, je sais pas dans quel ordre, moi je mettrais quand même plutôt une piécette sur Boston qui gagne la conférence. Mais en fait, ils ont une ossature qu'ils ont bien travaillé. Alors, ils ont perdu Marcus Smart et Grant Williams, mais... C'est des joueurs qu'ils ont plutôt bien remplacés. Kristaps Porzingis, ça reste un super joueur de basket. La seule interrogation, c'est son risque santé. C'est un joueur qui se blesse quand même souvent. Mais quand il est là, je trouve qu'il s'intègre vraiment bien. Hier soir, il a fait un grand match. Ouais. En tout cas, il était vraiment important pour une victoire poussive contre Memphis, qui démarre très mal sa saison. Je te laisse poursuivre. Complètement, non, mais tu fais bien de compléter. Il a mis pas mal de matchs à plus de 20 points, donc ça montre qu'il est important dans l'effectif. Et puis, Drew Holiday, il faut encore qu'il s'adapte un petit peu au collectif, mais c'est un très bon défenseur, donc c'est un peu dans la lignée de, même si c'est pas exactement le même style de jeu, Marcus Smart qui était un bon défenseur aussi, qui on voit au final ça marche bien pour lui aussi à Minnesota. Mais à Memphis, pardon. Mais ouais, je mettrais quand même Boston et puis Philadelphie vraiment devant, et Miami, je pense ce sera un outsider, mais je les vois pas forcément rivaliser avec ces deux teams-là. Et les Bucks, c'est ce que j'allais dire, Clément. Je vois bien les Bucks plutôt bien devant le Heat, ouais. Mais pour l'instant, je sais pas, l'alchimie avec Lillard et Antetokounmpo, il faut voir comment ça se passe. Quel est un petit peu toi ton regard justement, Clément? Je sais que tu suis de près la ligue, notamment cette conférence Est, en suivant les Raptors. Je vois ce que veut dire Tim. Pour autant, tu vois, j'y viens par moi-même sur Toronto, mais simplement dire que malgré tout, si on analyse les choses, on parlera ensuite de la conférence Ouest, la conférence Est semble quand même un petit peu plus lisible avec notamment ces 4 franchises dont on vient de parler qui se détachent, et notamment les 2 rivaux, les Celtics et les Sixers. Ouais, bah écoute, moi les Sixers, je les voyais pas démarrer si fort la saison.
parce que voilà le trade de Harden qui bien sûr était meilleur passeur de la ligue et puis c'est un All-Star Harden donc voilà. Je suis très content de l'explosion de Maxi aux Sixers qui pour déjà, le moment vraiment c'était bien lancé la saison dernière. Ouais. Il a un vrai step-up en tant que meneur. Faut voir après comment ça va se passer parce que voilà avec ce backcourt avec Melton là il prend un peu le dessus au niveau du scoring donc on va voir si ça va tenir. Boston pour moi clair favori de l'Est, s'est renforcé à je pense le meilleur 5 majeur de la NBA en vrai parce que en fait elle est où la faiblesse dans ce 5. Peut-être avec Denver peut-être. Enfin ouais Denver bien sûr. Mais au niveau, tu vois, sur tous les postes, il y a des monstres. Il y a des cracks, Peut-être la petite limite que je mettrais sur Boston, je sais pas si c'est celle que tu mets ou pas aussi, Clément, c'est son banc. Justement, il a fallu faire de la place, notamment pour Porzingis. Je pense que c'est quand même pas neutre d'avoir vu disparaître de l'effectif quelqu'un comme Grant Williams, par exemple, qui pouvait avoir cet apport et qui d'ailleurs démarre très très bien sa saison de son côté. Qui, franchement, il n'est pas étranger au super début de saison de Dallas, Grant Williams, vraiment très très bonne pièce. Ouais. Non, mais voilà, le banc, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais t'as encore des joueurs comme Al Horford qui défensivement, tu vois, sur des match-up contre Embiid par exemple, et franchement est un élément clé quoi. Tu peux le mettre en 5, tu décales Porzingis, et puis après Derek White aussi, Derek White aussi. Qui joue de plus en plus dans le 5 majeur, qui est aussi dans le 5 majeur bien sûr. Et puis après tu as des gars comme Sam Hauser qui est à 3 points et vraiment très très fort, Peyton Pritchard et puis plein d'autres gars qui peuvent sortir du banc et t'amener de l'impact. Puis après t'as des équipes comme les Bucks et aussi Cleveland qu'il faut pas oublier. Moi je les avais mis dans mon classement de l'Est, dans ma prévision je les avais mis 3ème. Bah oui parce qu'ils sortent d'une grosse saison 4ème. Ils choquent un peu les playoffs, ils choquent carrément les playoffs contre New York, mais il faut pas oublier que c'était une des meilleures défenses de la ligue. Quand t'as Jarrett Allen et Evan Mobley dans la raquette, en fait, t'as pas beaucoup de gars qui peuvent scorer. Embiid Jokic peut en attester hier avec la défaite de Denver contre les Cavaliers. Donc voilà, il y a plein d'équipes, le Heat qui revient très bien, et puis à voir après avec le reste. Mais ce que je peux vous dire, ce que je vous affirmer, c'est que Toronto va pas jouer le titre cette année. Écoute, grosse nouvelle. Je pense également que ça va pas jouer le titre. Alan, peut-être un dernier point sur cette conférence Est dont on parle pour le moment, c'est justement cet inconnu. On va peut-être pas parler de Miami ce soir, d'autant plus que Miami, je pense qu'il y a vraiment une volonté qui monte en régime dans la perspective des playoffs, avec un seul objectif pour Jimmy Butler qui est le titre NBA et d'être prêt dans la perspective des playoffs, mais plutôt l'inconnu de cette conférence, c'est ces Milwaukee Bucks, avec notamment ce duo entre Giannis et Damian Lillard. On a toujours souhaité que Damian Lillard aille dans une franchise où il puisse jouer le titre. C'est le cas désormais, mais ils font un petit peu tapis les Bucks. Risqué ou pas risqué de tout miser sur ce duo Giannis-Damian Lillard, et d'autre part surtout, est-ce que tu y crois ? Risqué oui, et j'y crois également parce qu'au final ils sont 3 actuellement, ce qui est quand même ça reste un bon début de saison. Ça reste un bon début de saison. Sur les dernières saisons, les Bucks, c'est ou 1 ou 2 à la fin de la saison régulière. Bon, là c'est 3, c'est pas non plus la mauvaise place. Ça fait des bonnes saisons. Du mal pour Damian Lillard à s'adapter. Après, je pense qu'un jour la sauce va commencer à prendre aussi. Et puis, il fallait peut-être aussi... amener un souffle en plus à cette équipe, même si elle a fait le titre il n'y a pas si longtemps. Ça donne une bonne idée de duo, en tout cas, Antetokounmpo-Lillard. Ouais, sur le papier, en tout cas, ça fait rêver. On verra ce que ça donne. On sait que Brooklyn avait tenté de créer aussi une grosse équipe il n'y a pas si longtemps. Ça n'avait pas forcément tourné, mais c'est pas tout à fait la même logique. Il y a aussi les blessures qu'il y a eu à Brooklyn. Jamais les mecs ont pu jouer ensemble vraiment tout le temps. Il y a eu aussi ce pied de Kevin Durant un peu trop grand contre les Bucks. Alors qu'ils auraient pu aller peut-être en finale et gagner le titre, on sait pas. Ça reste de l'inconnu. On passe, les gars, effectivement, mais on passe désormais à la conférence Ouest avec, je le disais, pour le moment un classement assez lisible d'une certaine manière, même si on se régale parce que justement tout le monde peut encore se distinguer. Certes, il y a
franchises qui ont fait un très très bon début de saison, mais qu'on n'attendait pas forcément. Rien qu'à voir les 2 premiers, pour le moment, ce sont les Minnesota Timberwolves de Karl Anthony Towns, Anthony Edwards et Rudy Gobert, et OKC, avec notamment Shai qui réalise encore un début de saison assez exceptionnel. Bien sûr, sans oublier Denver, champion en titre, et qui démarre très bien sa saison, d'autant plus lorsqu'on pense que pour le moment, ils n'ont pas Jamal Murray dans leur effectif, porté par un excellent Nikola Jokic. Justement, je démarre en parlant aussi individualité et des champions, c'est normal de leur faire honneur. Avec toi, Tim, est-ce que justement tu penses que d'une part les Nuggets peuvent être inquiétés cette saison, et est-ce que tu es impressionné, première chose peut-être, par leur début de saison et le début de saison de Nikola Jokic qui doit aussi répondre présent à l'absence de son fidèle lieutenant? Alors, même si hier soir ça a été plus difficile pour lui, mais globalement stats remarquables. Ouais, évidemment impressionné par Jokic, parce que je trouve qu'il a un niveau constant qui est monstrueux. Franchement, c'est le meilleur joueur de la ligue là, et depuis un moment, et il est parti pour durer comme ça. En termes de joueur complet, je pense que tu peux pas faire mieux. Sa ligne de stats, elle est toujours soignée chaque soir. Il a un réel impact sur l'équipe, et tu sens que le gars, il emmène tout le monde avec lui. Après, par contre, pour Denver, alors ils ont eu la blessure de Jamal Murray, mais je trouve pas qu'ils sont impressionnants en ce début de saison. Ils ont déjà perdu 4 matchs, c'est pas mal déjà, hein. Sur 12 matchs joués, je trouve que c'est significatif. 13, pardon. Mais je pense que la blessure là forcément va les impacter. Après, à mon avis, c'est en play-off ou en 4 matchs qui seront très très durs à prendre à Denver. Alors c'est très compliqué de faire le titre en back-to-back. On l'a vu ces dernières années, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont l'effectif pour le faire en tout cas. Ouais, puis c'est dommage pour Jamal Murray qui se blesse encore une fois assez tôt. Il est fragile. Moi je voulais vraiment qu'il prenne son étoile d'All-Star et puis qu'il fasse une saison un peu complète pour qu'il arrive en play-off assez frais. Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais oui, Denver, clair favori à l'ouest pour moi, très très fort. Et puis Jokic, pour moi, pareil, meilleur joueur de la ligue. En fait, il est d'une facilité. Ouais. C'est une folie, contre toutes les défenses, il arrive toujours à tirer à 2 à l'heure, mais ça rentre quoi. Ouais, il est smooth alors que il est pas athlétique. Et puis j'avais vu une vidéo qui était assez drôle où tu vois tous les mecs qui s'entraînent de fou pendant l'été. Bon, après elle est un peu romancée, et puis lui qui fait la fête, qui s'en fout un peu du basket, et puis il est toujours au-dessus quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant la ligne de stats pour le moment depuis le début de la saison de Nikola Jokic. 28,8 points, 13,8 rebonds, 9 passes de moyenne. Voilà, quasiment il est déjà sur un triple-double de moyenne. Classique. C'est quand même assez incroyable. Justement, continuons sur les autres franchises de cette conférence Ouest. Clément, peut-être ton avis sur ces franchises qu'on voyait peut-être pas aussi haut, en tout cas pour un début de saison. Est-ce que tu crois sur la durée à une franchise telle que Minnesota, telle que OKC ou encore les Mavs, sur qui tu mets une pièce, sur qui t'en mets peut-être un peu moins? Écoute, tu fais bien de me lancer parce que j'ai un chouchou dans cette conférence Ouest, c'est OKC. J'adore OKC. C'est une équipe que je voyais faire vraiment ce step-up cette année. Parce que déjà l'année dernière, tu sentais qu'il y avait une évolution dans le jeu, que Shai prenait vraiment plus d'importance avec ce 5 qui commençait à ressembler à quelque chose, avec Giddey, Shai, avec aussi Jalen Williams, le rookie, qui prenait beaucoup d'importance. Mais tu avais quand même ce problème, c'était ce pivot qui n'était pas là. Et là, tu rajoutes Chet Holmgren. Je veux dire, ce mec est pour moi c'est le meilleur rookie pour le moment, même si Wemby fait des choses, et aussi Ozar Thompson pas mal, mais franchement Chet ramène vraiment ce truc déjà au niveau de la défense. Il met des blocs toujours impressionnants, il a une envergure assez grande, et puis il a cette capacité à amener du spacing aussi, à s'écarter et à shooter très bien à 3 points. Je crois que ses pourcentages sont assez hallucinants. En début de saison, je crois qu'il est en 50-40-90 il me semble, à plus de 15 points. Je peux te trouver ça. Je crois qu'il est en 50-40-90. Et même collectivement, ce qui est intéressant pour OKC, je crois qu'ils ont des stats incroyables aussi, que ce soit à 3 poins et puis depuis le début de la saison. Tu vois la rencontre où il te pulvérise sur la fin San Antonio. Ça joue bien. Enfin, ça joue bien, ça fait des bonnes passes, ça conclut bien ses actions, c'est un beau basket. Puis à 3 points, tu disais Isaiah Jones, il me semble, qui contre les Warriors fait 7 sur 7 à 3 points.
Ils sont tous des pourcentages de fou. Et puis t'as un banc qui est aussi de qualité. T'as le jeune Kayson Wallace qui a été drafté cette année, qui est vraiment pas mal au poste de meneur. Moi, OKC, j'adore. Je pense que ça va faire les playoffs. Après, on va voir si ça va durer. Mais si Shai continue à ce niveau et que Chet pareil, on peut rêver d'une belle dynastie peut-être pour les années à venir, ou peut-être d'un candidat au titre dans 2-3 ans peut-être. Peu de doute en tout cas que OKC a les armes cette année pour être au moins en play-off. En tout cas, essayer d'aller en play-off aussi. Mais moi, dans une conférence qui est évidemment très, très relevée. On a des équipes qui marchent beaucoup moins bien. Peut-être en dire un petit mot avec toi, Tim. Je pense évidemment aux Golden State Warriors ou encore aux Clippers, mais je voulais parler notamment des Warriors qui sont régulièrement candidats au titre. C'est un début de saison compliqué pour la franchise californienne, notamment très compliqué pour Klay Thompson qui est très très loin pour le moment de son niveau habituel. La série de défaites est relativement inquiétante. Justement, faut-il s'inquiéter pour toi pour les Warriors ? Ouais, la 8 défaites, voilà, je pense qu'on peut s'inquiéter. Klay Thompson, qui est pas du tout le Klay Thompson qu'on a connu quand il y avait justement la dynastie des Warriors. Mais pourtant Steph Curry fait un début de saison sur les 8-9 premiers matchs, il est monstrueux. Il est dans les classements MVP un peu, il fait une saison vraiment folle. Quand en tout cas les Warriors sont dans le positif, il est dans la souvent discussion. Là, c'est ça. Mais moi il y avait un mec que j'attendais un peu, c'est Jonathan Kuminga, que je pensais qu'il allait peut-être step up. Là je trouve encore peut-être un peu frêle au final. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une équipe que je voyais ce classement là. Alors tu pourrais me dire pareil aussi des Clippers, les Clippers avec leur nouveau projet néo-starisé avec l'arrivée de James Harden. Pour le coup c'est une équipe à laquelle je crois pas du tout. Je pense qu'ils vont se qualifier en play-off à l'arrache, mais je les vois bien flopper cette année. Après c'est sur 12 matchs, là il y a des équipes, ça reste encore très ouvert à l'ouest, je trouve. C'est super ouvert quand tu vois t'as Houston qui est dans les places les places de play-off. Je les vois absolument pas rester à ce niveau-là, en tout cas pour le moment. Mais t'as même les Wolves qui sont très hauts encore. Ils sont pas premiers les Wolves avec. Même si moi je les vois peut-être faire les play-offs encore une fois cette année. Je pense que l'effectif est après il y a le play-in maintenant, donc tu peux être 10ème et exactement. En fait accéder au play-in. Regarde Miami l'année dernière ce qu'ils font. Ils sortent du play-in et ils vont jouer en finale NBA, donc en fait tu peux tout avoir maintenant aujourd'hui. Mais au fond, effectivement, tout est possible dans une conférence Ouest, effectivement, où justement la hiérarchie n'est pas encore pleinement établie. Les Clippers sont en 4 victoires pour 7 défaites versus les Wolves 9 victoires 3 défaites. Il y a un écart entre ces deux franchises, mais si on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que les places peuvent vite bouger, notamment en milieu de classement, si je peux dire, entre la place 6 à 11. Seulement 4 franchises semblent pas en mesure cette année de jouer leur chance. Le Jazz, les Grizzlies en l'absence de Ja Morant, Portland et les San Antonio Spurs, même si sait-on jamais avec les Grizzlies, on verra pour la suite de la saison parce qu'il y a quand même de bons joueurs, Marcus Smart, Desmond Bane ou encore le retour de Ja Morant qui devrait changer aussi, totalement la dynamique de cette équipe. Simplement préciser justement un point, moi qui m'a noté et que j'ai noté et qui m'a marqué, ce que a dit d'ailleurs Vincent Collet aujourd'hui dans NBA Extra, c'est que plus globalement on peut faire le constat sur ce début de saison, et ça c'est intéressant, d'un niveau de jeu qui globalement a tendance à s'élever dans la ligue, avec très peu de matchs qui semblent faciles, des équipes qui surprennent, à l'image des Houston Rockets. Justement, on le disait qu'on pouvait imaginer tout en bas de la hiérarchie, et qui ont été en capacité de tomber les Lakers le 9 novembre dernier, les Nuggets aussi 107-104 il y a une semaine, et qui ont perdu cette nuit mais d'une courte tête 105-104 face, au moins ce sera l'occasion quand même de donner son nom, à un très grand LeBron James qui encore une fois à 38 ans est assez impressionnant. Tout est serré, sauf les matchs contre les Pistons. Vraiment, chaque équipe qui joue les Pistons, les gars, c'est victoire obligatoire. Nous, hier, on les a joués, on leur a mis 30 points, donc vous inquiétez pas, si vous jouez les Pistons, vous pouvez dormir tranquille. Je laisse mes Chicago Bulls prendre le risque de perdre contre les Pistons, parce que ils sont habitués. Ils ont déjà perdu en début de saison contre les Pistons. Donc voilà, il y a toujours une petite surprise.
Voilà, ça Ouais, peut arriver Il y un a moment. quelques sparring partners, Washington aussi, Charlotte, il y a rien qui va. Washington, Charlotte, Détroit, un peu le. Ouais, les mauvais élèves, ouais. Les mauvais élèves, et un autre mauvais élève, il faut le dire malgré tout, c'est les aussi Spurs, ouais. les Spurs de Greg Popovich. Ça va être peut-être le tout dernier mot de ce débat pour pouvoir quand même se faire rapidement un petit quiz, messieurs. Parler quand même du début de saison de notre Victor Wembanyama. On pourrait parler évidemment de nos autres Français, Rudy Gobert qui réalise un très bon début de saison, qui retrouve toutes ses qualités défensives et qui a une jolie ligne de stats, mais surtout ça marche très fort au niveau collectif. On le disait avec les Wolves qui sont en tête de la conférence Ouest. On a évidemment aussi le petit Bilal Koulibaly qui démarre plutôt bien dans une franchise moribonde des Wizards. Notre Victor Wembanyama, c'est propre quand même individuellement, 19,3 points, 9,5 rebonds, mais malheureusement dans la course au rookie de l'année, il souffre de la comparaison face à Chet Holmgren, surtout parce qu'au plan collectif ça marche mal pour les Spurs qui enchaînent défaite après défaite, là où OKC est tout en haut de la ligue. Peut-être une réaction pour toi, Alan, pour terminer ce débat sur ce début de saison de Victor Wembanyama. Justement, est-ce que tu es plutôt positif sur ce que tu as vu jusqu'à présent? Est-ce qu'au fond, tu es déçu surtout du fait qu'il n'a pas de collectif derrière pour vraiment faire une jolie saison de rookie? Tu l'as dit, je suis content parce qu'il fait une bonne saison. Voilà, je pense qu'il est en tout cas aux attentes qu'on avait de lui en termes de stats, en termes de jeu. Maintenant, là où je suis déçu, c'est que le 5 vendu par Popovich, d'avoir un 5 avec que des mecs grands, je m'étais dit pourquoi pas, c'est surprenant. J'ai été surpris et j'ai été attiré par cette envie de jouer avec un 5 de mecs grands et pas vraiment avec un meneur. Et au final, ça prend pas quoi. Ouais, Jérémy prend Sochan, pas, il est même pas à son poste. Oui, et puis il y a des moments où c'est Wemby qui mène, des fois tu sais pas si tu le mets en pivot, enfin c'est brouillon. C'est brouillon, ça fait des passes brouillons. Heureusement que Wemby est là pour tenir la baraque, mais il y a aussi peut-être là où il me déçoit, c'est qu'il a encore du mal à s'adapter sur des petites choses. L'autre jour, il prend une technique assez bêtement juste parce qu'il envoie la balle en l'air. Bon, il y a aussi les arbitres qui sont, je pense, aussi sur lui. Voilà. Affaire à suivre pour Victor Wembanyama qui démarre malgré tout quand même plutôt bien au plan individuel cette saison NBA, sa première saison, mais le bilan des Spurs est pas bon effectivement. 10 défaites pour 3 victoires seulement en 13 matchs et surtout 8 défaites de rang. Il va falloir vite gagner de nouveau pour les Spurs, mais ça s'annonce peu évident. On va suivre évidemment avec attention la suite de cette saison de NBA. Je voulais simplement terminer ce débat avec un petit hommage. Forcément, premier débat NBA, petite pensée pour notre cher Boris, sans doute un des plus beaux experts de basket et de NBA, un des plus beaux passionnés qu'on ait eu avec nous. Malheureusement, comme vous le savez, il nous a quittés l'été dernier, donc forcément je voulais avoir une petite pensée en terminant ce débat pour Boris que tout le monde connaissait autour de la table, et Clément qui n'a pas eu l'occasion de le connaître, lui qui est fan de basket et de NBA, je pense qu'il se serait régalé à parler avec Boris. On pense fort à lui et sa famille. On passe tout de suite de notre côté au dernier temps fort de cette émission avec le quiz présenté par Alan. Sport and Chill, le quiz. Alan, tu as la main pour nous dommage, challenger. j'avais encore plein de choses à dire sur le basket. Ah mais j'imagine, Guillaume, je suis désolé de t'avoir donné la parole. J'aurais pu. Moi j'étais premier degré quand il a dit que c'était pour lui. J'ai pas pu prendre. On va commencer. Tu vois, simplement pour terminer là-dessus, Clément, Guillaume sur le basket, c'est un peu toi sur le rugby pendant la Coupe du Monde. Ah, c'est ça. Moi j'étais là, je profitais du siège. On a chacun nos points faibles. Mais oui, c'est bien. Moi, la semaine dernière, c'était le quiz. Du coup, c'est pour ça que je l'anime cette semaine. Moi, il n'y a pas Guillaume. On l'embrasse, bien sûr. Personne va finir dernier. On va commencer avec du basket et une question de rapidité. Donnez-moi le classement des finalistes de l'année dernière. Le classement actuel des Nuggets et du Heat. Ah oui, cette année pour l'instant, là. 3e pour Denver. Ouais. Et 4e pour le Heat. C'est faux. C'est 5e pour le Heat. C'est faux. Ah bon? 2e pour le Heat. 3e. C'est plus bas. Le Heat est 6e. Ah ouais. Ils sont pas dans les 4, ça je savais. Du coup, pas de points pour ce tour. On continue avec du basket et on cherche un joueur. Je suis né le 12 novembre 1988. Je suis drafté en 4e position par les Supersonics Seattle, devenus par la suite la franchise d'Oklahoma, avec laquelle je vais passer près de 10 saisons. J'enchaîne ensuite des piges d'une saison à Houston et aux Wizards avant de signer Russell Westbrook. Ah oui.
Avant de signer pour les Lakers, où je vais difficilement trouver ma place aux côtés de LeBron James et Anthony Davis depuis 2023. 35 ans Je déjà. porte le maillot de l'autre club de Los Angeles, les bien, Clippers. Je suis Russell Westbrook. Il vient d'accepter d'être mis sur le banc pour être. C'est potentiellement lui qui a sixième homme. proposé lui-même Ouais. de se mettre sur le banc. Et Tout à fait. C'est vraiment incroyable. Quel homme. On l'embrasse. Ah, 40 millions par an, je le fais. Russell Westbrook. On va passer à la balle jaune, messieurs. Question. Tennis. Question tennis, du coup, Djokovic. Il a gagné. Attendez, je relis ma question. C'est tout bon. Combien de finales Djokovic a-t-il disputé sur l'année 2023 ? Tour de table ou rapidité ? Rapidité. 11. C'est moins. 9. C'est moins. 8. Je sais même pas. Dans le même temps, quoi. Je sais même pas essayer. Les épiciers. Bah, Point bonus si vous me disiez le nombre de finales qu'il a remporté. 7. Eh oui. Ouais. La seule défaite, c'était face à Alcaraz, Wimbledon, face à Alcaraz. Ce samedi, l'équipe de France a battu Gibraltar 14-0. C'est désormais la plus large victoire des Bleus, mais quelle est la plus large défaite ? 19-1. Le plus proche remporte le point. 19-1 ici. 17-1. 17-1. Je dirais 16-0 contre le Danemark. 16-0. C'est le même Moi, je adversaire. crois au 17-1. Je vais y aller. Je vais faire mon sueur. 17-1. Quand c'est juste, ça compte double. Contre le Danemark en 1908. Et c'est un Putain, petit ouais, j'avais point l'écart, bonus mais pas en le plus. Oh, mais j'ai bien fait de le suivre, moi. Petit malin que je suis. Ok, au niveau des scores, 3 pour Guillaume, 3 pour Tim, 3 pour Romain, 0 pour Clément. Bon, ça, 0 pour moi. T'as mis un point sur... J'ai mis 2 points. J'ai trouvé le chiffre exact pour les Masters de Djokovic et j'ai répondu bon pour Russell Westbrook. Pardon, excuse-moi. Non, mais il y a. C'est pas grave, je te t'inquiète, ça arrive. Pardon. Je me suis senti Un peu lésé sur ce coup-là. Je t'avoue que surtout les quiz ça me tient à cœur quand même. On va rester dans le tennis. Combien de tennismen européens comptent le top 30 ATP en cette fin d'année 2023 ? Tour de table. Question tour de table. Européen. Ouais. Dans le top 30 ? Qui Dans le démarre top 30. Donc on compte Gibraltar. Au tennis, ouais. Je dirais 21. 21. Dans le top 30. Dans le top Ouais, 30. moi je dirais moins. Moi, je vais dire 19. Je vais dire 16. Ah ouais. 22. Eh bien, c'est 19. Oh, le tout pile. Incroyable. J'ai pensé aux Américains, aux Argentins notamment. Ouais, bah ouais, mais il y a plus Schwarzman, il y a plus Delpo. Ah, mais c'est Rondolo quand même. Oh, C'est vrai, respecte-le. On va Il y a repartir. Jarry, Félix Chilien. Auger à la cime aussi. Ouais. On Chapeau, va alors. repartir sur du football. Question rapidité. Dans quel club français Amandine Henry vient-elle de signer ? Lille, PSG. Lille, C'est Lille. Qui c'est qui a dit Lille? C'est moi. Clément. C'est toi ? C'est moi. Pardon. Amandine Henry à Lille. Ouais. J'ai vu passer l'info. Chaque fois tu fais des fois type quoi, c'est à moi. Il confond les voix. C'est ça. C'est pas grave, ça arrive. On reste dans le football. Quel est le nouveau classement d'Everton après sa pénalité de 10 points infligée par la Premier 17e. League ? Non, 19ème, pardon. C'est 19e. 19e. Costaud. 19e avec 4 points. Auparavant, ils étaient 14e. Ils peuvent encore se sauver. Ah, c'est mérité, c'est Everton. Ah, là, je passe pareil pour City. Là. T'es objectif. Hein, non, c'est mais ça il y aura qui- plus de derby, c'est nul. Bah ouais. Nous on a plus de derby depuis Bah ouais, 2 on ans là. s'en C'est lit. triste. Bon, Bah on va les peut-être on va l'année les rejoindre prochaine, donc c'est. On va repartir sur un joueur de basket que je vais vous faire deviner. Yes. Je suis né un 1er mai dans l'état du Minnesota. Mon numéro de maillot en club est le 7. Je mesure plus de 2m10 pour un poids de 95 kg. Après une saison en NCAA, Chet Holmgren. Chet Holmgren aux Bulldogs Bien joué. de Gonzaga, je suis drafté en seconde position par Oklahoma, avec qui je suis rookie cette saison. Bien joué. C'est pas grave, t'inquiète. On est à 4 points pour Clément, 5 pour Romain, 4 pour Tim et 3 pour Guillaume. C'est tendu. Ça va, il me reste un petit peu de temps. Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Eduardo Camavinga s'est blessé. C'est le 9e madrilène à rejoindre l'infirmerie. Qui peut me citer les 8 autres? Question en chair. Je vais le tenter, je pense. C'est pas sûr que j'en ai tant que ça. Hein. Enfin, mais ouais, faut- Les 8 autres? Oui, il y Je a commence à une. actuellement 8 blessés au Real Madrid. Enfin, J'en ai un sur. bah, j'en ai. Ah, non, ah, les. Ouais, Non, ok, les 8 ouais. autres, il Un. dit. Les 8 autres. J'en ai 2 je crois. J'en ai au moins 3 déjà. Ok. Est-ce qu'il y a plus que 3? Ah oui, moi j'en ai plus que 3. Ouais. Pas pour moi cette fois. Allez Romain.
Fais-moi honneur. T'en as combien, Tim? J'en ai 3. 3. Bah, y a quelqu'un qui a dit 4? Non, j'ai dit 3, mais Tim a dit plus de 3, mais il a pas dit de chiffre. Attends. Bah, je m'arrête à 3. Ok. Je vais dire 4 du coup. Allez. Est-ce que Romain, tu renchéris? De toute façon, ils vont quand même gagner avec des champions. Ah, vas-y. Allez, Tim. Je vous Allez. laisse. Je suis sûr que je pourrais, mais. Alors, Kamavinga, Vinicius, Tchouaméni. Alors, Tchouaméni, Vinicius, c'est oui. Kamavinga, du coup, je le compte pas vu Oui, que c'était- c'est les 8 merde, autres. j'avais dans- Militao. Militao, c'est bon. Militao et il me semble Kroos. C'est non. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, il y en avait Alors, un autre. Romain, Et peut-être. Ouais, j'avais 2 gardiens en fait. Oui. Thibaut Courtois et Oui. Kepa, désormais. Absolument. Ah, oui, ouais, les gars. Vinicius. J'avais noté. Vinicius, c'est bon. Bon, et après, là-dessus, c'est pas sport parce que je viens de récupérer Tchouaméni et Militao. Mais c'est les Alors, 3 que j'avais, c'était Tchouamé- Courtois, Vinicius et Kepa. Modric, en plus il est que dedans ou Kamavinga. pas? Non, il- Modric n'est pas dedans. Ah, il est Les pas 3 dedans. autres, Non, c'est il est pas Bellingham, qui Ah, est toujours oui, oui, blessé. c'est vrai, Bellingham. Arda Güler, qui n'a toujours pas joué. Ah putain, oui. Et Ceballos, Oui, c'est bon. que vous aviez peut-être Ah oui, oublié. Oui. Ouais. Oui, oui. Il joue pas très souvent, le petit Dani, donc effectivement. Ouais, il va un peu peut-être plus, rejouer, même là. si C'est un beau joueur de foot. Question rapidité, si vous avez vu l'info. Qui a stoppé l'invincibilité d'Emiliano Martinez avec l'Argentine? Darwin Nunez. Ce n'est pas Darwin Nunez. Pardon. Pourtant, effectivement, Nunez, je le sais, a marqué contre l'Argentine. Il y a Et eu du coup, un il y a eu un autre but avant, buteur. je pense. Il y a eu un but avant. Luis Suarez. Non, d'un autre joueur uruguayen. Valverde. Ah, Raro. C'est Aaron. Let's go. Bien vu. Let's go. Le Ah, c'est parce que défenseur j'avais doublé Nunez. du FC Ronald. Barcelone. Ça m'a étonné qu'il marque 2 buts dans un match là aussi. Il me reste du temps. Dernière question. Dernière question. Ou avant-dernière si elles sont très courtes. Ouais, on va en faire 2. Let's go. Allez. Qui est le joueur le plus rapide de Ligue 1 après 12 journées? Tamari. Moussa Tamari. Ah ouais. Moussa Tamari. Là, tu joues ta vie là, Romain. Fallait revenir. Il est plus rapide que Mbappé? J'ai pas pris les points sur le Il est Real, plus mais- rapide que flashé, Mbappé. Mbappé est 10ème pour Ouais, le moment. il est très loin Mbappé. Oui, Donc, parce qu'en fait, sur le but, O'Brien, il a fait sur le une- contre qu'il met il a à fait Lyon. O'Brien, il a fait une course de fou contre Rennes. Là, il a fait une pique à 35 ou 36. Et on va partir sur, O'Brien. O'Brien. Ouais, il aurait dit. sur une dernière question à enchère Ouf, Oula. Il est pas dans ou les- une question tour de table, comme Ah. vous le voulez. Combien Tour de de table, ce joueuses sera peut-être plus rapide. du top 10 WTA pouvez-vous me citer? Ah, Wow. bon, là, il y a l'expert donc. On va dire 7. 7. Ah. Je lui laisse. Est-ce que quelqu'un défie? T'as 7, tu dis. Attends. Bah après, si je perds, c'est point pour toi, hein. Je joue stratégie. Hein. Bah, je sais pas si. Moi, c'est- je vais dire. En fait, je sais pas s'il faut que j'aille chercher des points ou pas. Pour l'instant, tu mènes. Oh, bah moi je vais être prudent. Derzak, on est venu prendre le point qui nous était acquis. Est-ce que quelqu'un a plus de 7? Parce que 7, c'est déjà un peu joué. Hein. Un peu joueur. Pas mal cette, ouais. Sachant que les Moi je suis à les 5. noms sont pas tous les plus simples. Bon, j'en ai Au six. cas où, c'est pas les joueurs, les joueuses pardon, les plus évidentes. Guillaume, tu y vas pour 7. J'en ai 5. 6, pardon. 6. J'en ai 6 aussi. Tu y vas pour 7. J'y vais. Allez, Vas-y Guillaume, pour la beauté du geste. Sabalenka, c'est oui, Swiatek, c'est oui, Rybakina, c'est oui, Pegula, c'est oui, oui. Coco J'en avais Gauff, 7. c'est oui, Marketa Vondrousova. c'est oui. Et après, j'ai un doute. Daniel Collins. 6. C'est non. Ah, Sakari. Attends. Sakari, ouais. Moi j'avais Sakari, Sakari, c'est oui. Jviatek, je sais plus ce que t'as dit, hein, c'est pour ça. Jviatek, Sabalenka, Oui. Mourova, Mourova, c'est bon. Ah, Mourova. Pegula, Et Jabber, Et j'avais il est pas noté. dedans. Pegula, c'est bon. Oh, j'avais Jabber, noté elle est Jabber Jabber, c'est bon. Oui. et Haddad Maya, je crois. Haddad Maya, c'est non. Ah, il doit être 11ème alors. Ah, Il n'y aura pas de points pour cette dernière question. Il C'est restait pas grave. donc 11 Jabber, Carolina Jabber, tu l'avais pas dit Muchova, Maria pas dit Sakkari, Jabber on l'a dit, et Barbora Krejcikova. Elle est encore là, celle-là. Oh là là. Je l'avais. La petite tchèque. Et du coup, pour ce quiz, c'est Romain qui l'emporte avec 7 bonnes réponses. Clément 5ème, Tim 4ème et Guillaume 3ème. T'as 3 points, du coup.
Oui, 4-3. Oui, c'est le point. On a compris ta Je suis question. pas mécontent, les gars, d'avoir gagné ce quiz parce que il a été plutôt, j'allais dire, disputé avec tout le monde qui a pris pas mal de points. Merci Alan C'était un super quiz, Alan. pour ce bon quiz. On s'est assez bien régalé avec aussi pas mal de multisports. Fallait être complet pour aller chercher ce quiz. Voilà, je vous le dis. Je le place là. Non, j'ai été malin aussi. J'ai récupéré 2 points comme un escroc sur une réponse donnée par Guillaume. Il y avait pas mal de points bonus, c'est ça. Mais il faut compter aussi des fois sur les points bonus pour l'emporter. Il est temps pour moi, messieurs, de vous remercier pour cette émission. On s'est bien régalé ce soir. Merci à Yanis qui était à la technique à nos côtés. Yanis. Merci Guillaume. J'espère que tu nous Mais de rendras rien, un je petit reviendrai ultérieurement. C'est imprécis, comme on C'est aime. aussi flou que les retards de la SNCF. C'est aussi flou que les retards de la SNCF. Je suis jamais en retard. Pour quelqu'un qui bosse à la SNCF, la petite remarque est acceptée. Merci Tim pour cette émission. Merci à Alan. Merci Tim. Et aussi à Clément qui était à mes côtés pour cette émission. A priori, on voit ça ensemble, mais la semaine prochaine, je laisserai le micro une nouvelle fois à Rémi qui devrait animer cette émission avec une jolie petite équipe, notamment autour de Guillaume Bialès, pour parler notamment de la fin de saison de MotoGP et de Formule 1. De notre côté, on va se quitter avec le son de la semaine. Avant de dire cela, je précise que vous pouvez encore voter à notre sondage Sport Montpellier jusqu'à demain. Cette semaine est-elle déjà déterminante pour la suite de la saison du MHD, du MHB, oui ou non? Vous avez la parole. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, sur le Twitter de Sport & Chill @SportNGRCM, je cherchais son nom, sur Instagram, sur Facebook Sport & Chill Radio Campus Montpellier, sur la chaîne Twitch de Radio Campus Montpellier. On essaye de développer un petit peu de nouveau nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, il y aura beaucoup plus de contenu que les années passées. On se quitte donc avec le son de la semaine, le bloc de Porzingis pour la victoire des Celtics 102-100 face aux Grizzlies, la deuxième place de Clément Noël lors de la première manche du slalom de Gourgueul remporté par Manuel Feller, un nouveau titre en master pour Djokovic lors du tournoi des maîtres disputé à Turin, la sortie de piste de Lando Norris sur le dernier GP de la saison qui avait lieu à Las Vegas dans la nuit de dimanche, la frappe clinique de Bruno Fernandes en éliminatoire de l'Euro 2024 avec le Portugal, et enfin la déclaration de Kylian Mbappé sur son 300e but en carrière. Excellente soirée à tous les chillers et chilleuses. Je dédie encore cette émission à notre cher Boris et on se retrouve la semaine prochaine pour le 9e numéro de la saison 9 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier. Ciao. Et à l'arrivée de cette première manche, il est deuxième à 94 centièmes. Il y a Manuel Feller et les autres pour l'instant. Ouais, j'ai envie de dire c'est une manche où il se met dedans. Malheureusement, il y a ces petites erreurs dans le mur. On voit que la piste il y a des petits, je dirais des petits rails qui font que ça lâche un petit peu. C'est dommage parce que sinon, dans les attitudes, en tout cas, je l'ai trouvé très bien équilibré. Donc le ski est là. Il y aura de quoi jouer en deuxième manche. It is another historic night for Novak Djokovic. He is the champion for a record 7th time. Overall, another phenomenal performance, phenomenal achievement from a phenomenal athlete. Je vais bien, Dylan de Norris, c'est ce qu'on voulait entendre et ce qu'on veut toujours entendre ou lire, en tout cas sur la transcription radio. On est à la sortie du virage 11, à l'approche du 12. Oh, il la perd dans le 11. On savait que c'était un endroit très sensible. Et là, il aurait même pu, avec encore plus de malchance, emmener son coéquipier Piastri. Bernardo, Bruno Fernandes, superbe Bruno Fernandes sur un pas, un petit contrôle et une frappe dont il a le secret pour aller chercher le filet opposé. Face à une défense regroupée, face à un double rideau, c'est une solution qu'il faut évidemment tenter. Le 300e! Oh, quelle magnifique façon de signer son 300e but! C'est spécial quand tu sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot et ils n'ont pas mis 300 buts. C'est important, mais pour moi, c'est qu'une étape parce que je sais où je veux aller et je veux marquer beaucoup plus que 300 buts.